Nous sommes le vendredi 13 février et comme je fais jamais comme tout le monde, je fais partie de ceux qui trouvent que ça porte chance, que c'est très bien le vendredi 13. Sur ce, mesdames, messieurs, bonsoir. Je ris, il faut toujours un peu rire avant 120 minutes d'informations d'actualité sur la marche du monde sur LCI. Et je vous présente Samantha de Bendorn. Samantha avec votre beau pull rose. C'est pour le vendredi 13. C'est très bien, vous avez raison. Vous voyez, je ne suis pas la seule. Samantha, vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Xavier Titelman, non, il n'est pas encore arrivé. Il va arriver dans quelques instants. Lucas, c'est vous que je regardais, bien sûr. Je n'ai Dieu que vous, que pour vous, Lucas. Vous êtes rentré de reportage, vous étiez en Ukraine. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter et un fidèle de cette émission. Ulrich Bouna, bonsoir Ulrich, vous êtes analyste géopolitique, chercheur chez Eurocreative. Merci de vous joindre à cette bande télévisuelle du vendredi soir. Enfin, Amiral Koldéfi, bonsoir. Vous êtes ancien inspecteur général des armées. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Vous vous souvenez, il y a un an, c'était la conférence annuelle à Munich, cette fameuse conférence sur la sécurité dont on vous parle à raison sur LCI parce qu'il s'y passe bien des choses. Mais alors, il y a un an, justement, un discours avait pétrifié tout le monde, c'était celui du vice-président américain, J.D. Vance, qui n'est pas là cette année, mais il est remplacé par Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui n'est pas encore arrivé. Le discours aura lieu demain. Donc, justement, on est en train de se demander tout le monde à quelle sauce on va être mangé par les Américains cette année. Ça sera peut-être d'ailleurs un petit peu plus tranquille, Samantha de Bendorn, étant donné que J.D. Vance n'est pas là. Peut-être un petit peu plus tranquille. Les bruits dans les couloirs de Munich disent que Rubio va être un petit peu plus accommodant. Diplomate, disons, diplomate, voilà, c'est ça. Mais je peux déjà vous dire que et le chancelier allemand et le président Emmanuel Macron, eux ont chauffé la salle, c'est ça que vous voulez dire. Un petit peu la salle, voilà. Alors vous avez raison de dire, ils ont chauffé la salle et sur le nucléaire, parce que un des grands sujets, un des nombreux sujets de cette conférence, c'est le nucléaire. Et écoutez ce qu'a dit Friedrich Merz ce matin à ce propos, parce que on va devoir l'analyser longuement. J'ai entamé les premières discussions avec le président français Emmanuel Macron au sujet de la dissuasion nucléaire européenne. Mesdames et messieurs, soyons clairs. Nous respectons scrupuleusement nos obligations légales. Cela s'inscrira pleinement dans le cadre de notre partage nucléaire au sein de l'OTAN. Et nous n'aurons pas de zone de sécurité différente en Europe. Amiral Koldéfi, comment on peut comprendre ces propos du chancelier ? C'est un réveil un peu difficile pour tous nos alliés européens qui ont ignoré, négligé, voire méprisé la dissuasion française. Il n'y a que les Américains qui l'ont respecté, les Britanniques. Tous nos autres alliés européens, je peux en témoigner. Oui. Oui, parce que vous avez l'air catégorique là. Donc vous avez l'impression qu'on a été méprisé pendant toutes ces années. J'ai coprésidé le groupe franco-allemand de coopération militaire, j'ai commandé les forces franco-britanniques, j'ai été patron des affaires internationales. Je ne vais pas raconter ma vie. Vous vous sentiez... si, vous êtes là pour ça. Vous vous sentiez méprisé ? Non, pas du tout. Non. Sauf par les Américains. Je vais vous citer une anecdote. Le chef d'état-major de l'armée italienne, on faisait une petite réunion, je l'amène à l'île Longue, voir notre force océanique stratégique. Oui. Nous étions 4, l'allemand, l'anglais, l'italien et moi. L'amiral lui fait une présentation et le majestueux, j'ai dit, j'aurais pas dû dire la nationalité, mais majestueux, ce chef d'état-major se retourne vers son capitaine de vaisseau qui l'accompagnait et dit, et nous, on en a combien ? Ah, oui. Voilà. Et la réponse, c'était... le gars était un peu effondré, quoi. Oui. Parlant des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on était bien dans ce... Non, on a toujours été ignorés. Et ce qui est pire, c'est que un certain nombre de pays croyaient que, ayant des pilotes qui portaient la bombe américaine sous clé américaine, etc., étaient puissance nucléaire. Et là, la vérité... non, c'est pas possible que des professionnels puissent croire ça. Ils savaient bien que c'est... quand ils n'avaient que la clé, le bouton est aux États-Unis.
Oui, mais c'est les politiques. Aux politiques de s'en rendre compte. Ah oui, d'accord. oui, effectivement, vous faites une différence avec les politiques. Ulrich Bouna, pardon. Comment peut-on comprendre ce qui est en train de se jouer depuis un certain temps, et on attend d'ailleurs avec beaucoup d'impatience un discours très important d'Emmanuel Macron qui va venir sur le nucléaire, qui n'est pas encore, qui doit être peaufiné, parce que Emmanuel Macron a fait un discours aujourd'hui à Munich. On va y revenir évidemment dans cette émission, mais ça n'est pas encore le fameux discours sur le nucléaire. Mais là, comment peut-on analyser ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui dit cela par rapport à un potentiel élargissement du bouclier nucléaire français? Mais en fait, les deux sujets sont liés, c'est-à-dire que vu l'agressivité et l'hostilité américaine vis-à-vis de l'Europe, il y a une vraie question, un vrai doute. Lorsque les Américains menacent d'envahir le Groenland, on peut effectivement se poser la question de savoir s'ils viendraient à l'aide d'un pays européen qui serait attaqué. Donc dans ce cadre-là, le parapluie nucléaire américain, qui a toujours servi de caution en quelque sorte ultime à beaucoup de pays d'Europe centrale, et notamment l'Allemagne, on peut citer aussi la Pologne, les Pays-Baltes, qui ne juraient que par la défense américaine en dernier ressort, effectivement découvrent désormais que cette couverture militaire américaine n'est plus aussi fiable qu'elle l'était, et donc il se tourne vers l'autre puissance qui est sur le continent, la France. Oui, Lucas Manger, donc c'est une question de confiance finalement. Oui, c'est une question de confiance, et je pense que ce qui s'est passé il y a un an a été un espèce de choc majeur qui a pétrifié littéralement un certain nombre de dirigeants européens. On sait que certains étaient dans la salle en se disant mais est-ce que je me lève, est-ce que je... Ouais, on va tout à l'heure d'ailleurs réécouter ce qu'avait dit précisément J.D. Vance. Et qu'il a fallu un an pour que cette confiance, comme vous l'évoquiez, entre les Américains et les Européens, finalement se fracasse un peu à la suite d'un certain nombre d'événements, comme le Groenland, vous avez bien fait de le rappeler, qui ont montré que cette confiance était brisée, et que là, peut-être que ce qui se passe à Munich, c'est le réveil européen, une manière de dire, en fait, voilà, on va s'organiser sans vous. Rubio va sans doute, c'est ce qu'on entrevoit, venir essayer d'arrondir les angles. Demain, il va parler, oui. Oui, il est probable qu'il arrondira-t-il les angles? Non, mais il est probable. Vous le saurez demain sur LCI, bien évidemment. Évidemment, mais on peut essayer d'imaginer qu'il sera moins brutal que ne l'a été J.D. Vance. Sur la forme, vous avez raison. Sur le fond, on verra. Sur le fond, ils seront sans doute d'accord. Mais en tout cas, il a fallu un an, et c'est peut-être salvateur pour que les États européens disent maintenant, on va essayer d'avancer sans vous. Oui, d'accord, même si ça reste pas simple et nuancé, et justement matière à commentaire. Alors pendant que l'Europe se réveille, puisque vous l'avez si bien dit Lucas, les États-Unis, eux, sont en train de continuer à réfléchir. Donald Trump continue à réfléchir sur ce qu'il va faire en Iran, et disons que ses options commencent à se limiter, à se restreindre. Voici ce qu'il a déclaré à ce propos. Pourquoi envoyez-vous un deuxième porte-avions au Moyen-Orient ? Nous en aurons besoin si nous ne parvenons pas à un accord. Si nous trouvons un accord, nous pourrons réduire la durée de son déploiement. Il partira très prochainement pour rejoindre l'autre porte-avions déjà sur place. Je pense que les négociations seront fructueuses. Sinon, ce sera un jour sombre pour l'Iran. Oui, Samantha, alors depuis le New York Times nous informe que ce second porte-avions serait parti, donc il a reçu l'ordre jeudi. Le Ford, qui est le plus grand porte-avions du monde, c'est celui qui a frappé qui a permis la prise de Maduro au Venezuela. Donc ces matelots pensaient eux rentrer tranquillement et vaquer à leurs occupations, et voilà qu'on les envoie au bout du monde où ils vont mettre sans doute 15 jours pour arriver. Donc, qu'est-ce que Donald Trump, dans ce qu'il dit, si on arrive à comprendre ce qu'il dit, mais il y a quand même la possibilité. Donc, c'est soit je frappe, soit je négocie, soit c'est ça. Il est toujours en train de dire ça. En fait, avant même de commencer à négocier, il avait déjà menacé la frappe. C'est vraiment la diplomatie, la tactique de négociation Trump. C'est je menace et je négocie en même temps. Mais là, et il a aussi dit que s'il n'y a pas de deal, et ça risque d'être traumatique pour les Iraniens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire traumatique ? Est-ce qu'ils seront déçus qu'il n'y ait pas de deal, ou est-ce que ça va être traumatique parce qu'ils vont avoir des frappes ? Oui. Alors, on ne sait pas si Donald Trump il dit ça pour, il fait pas exprès de rester flou, ou alors si c'est vraiment très bien choisi de sa part ce mot traumatique, parce que si c'est le cas, c'est pas mal. Alors, c'est très bien choisi. Moi, je ne sais pas. Si c'est choisi, c'est très habile. Mais le problème, c'est que la fenêtre de tir pour Trump est quand même en train de se rétrécir. Parce la fenêtre de tir au sens propre. La fenêtre de tir au sens propre, oui, parce que les Iraniens sont en train de se préparer
Chaque jour qui passe leur permet de reconstruire leur arsenal de missiles. Netanyahou, le Premier ministre israélien, était à Washington il y a quelques jours et on sent que les Israéliens sont très inquiets. On va en reparler, on sera d'ailleurs en direct d'Israël tout à l'heure. Voilà. Évidemment. Amiral, est-ce que effectivement les Américains doivent-ils être encore mieux préparés pour frapper ? C'est-à-dire, pourquoi ne le sont-ils pas prêts ? Oh, ils sont certainement prêts. Il leur manque sans doute un petit peu de temps s'ils veulent compléter avec des avions déployés à Diego Garcia et puis de façon à prendre en tenaille l'Iran. Mais ils sont déjà prêts. Je pense que là, on est en train de monter en pression parce que le porte-avions est un outil politique que les présidents utilisent pour monter en pression. Mais ils sont déjà prêts à faire des frappes. Ça, c'est incontestable. Maintenant, la prochaine frappe, elle sera terrible. Terrible, c'est-à-dire ? Pourquoi terrible ? Elle se doit de l'être ? Elle se doit de l'être parce que la première a été ciblée, elle a vaguement atteint... Vous voulez dire en juin 25 ? Elle a vaguement atteint ses objectifs, pas totalement, mais ça a permis à Trump de montrer qu'il était capable de frapper. La deuxième, le tout, c'est de savoir sur quelle cible il va déployer ses bombardements, ses missiles, ses avions. Et ça, c'est encore un petit peu compliqué. Je pense ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il se rate cette fois-ci. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et bien sur ce, mesdames et messieurs, nous vous recommandons de surtout rester sur notre chaîne LCI pour dans quelques minutes avoir la suite de toutes ces informations, c'est-à-dire que nous allons plonger dans le détail sur tous les thèmes que nous avons abordés, la conférence à Munich, le nucléaire avec la déclaration d'Emmanuel Macron, ce qui se passe également en Ukraine, on va y revenir parce que c'est important, et bien sûr les grandes questions sur le Moyen-Orient, et on passera par Israël. À tout de suite. Bonsoir ou rebonsoir, merci de nous rejoindre sur LCI. Et nous a rejoint bien sûr Xavier Titelman. Xavier, bonsoir. Je vous présente, tout le monde vous connaît. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Et vous revenez bien évidemment d'Ukraine, puisque vous êtes souvent en train d'y aller, peut-être pas là à l'instant, je sais, mais vous y étiez il n'y a pas longtemps. Et ça tombe bien, puisque nous commençons ces minutes de grand plaisir de télévisuel avec vous, avec des informations sur l'Ukraine. Cette nuit, au 1450e jour de guerre, parce que vous savez que je tiens à tenir ce décompte des jours de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'armée russe a ciblé le port ukrainien d'Odessa en tuant une personne et en blessant 6 autres. Selon des sources ukrainiennes, il s'agirait uniquement de victimes civiles, alors que les frappes visaient des entrepôts d'engrais où des incendies ont été déclarés. Ce sont les images que vous voyez à l'écran. Des infrastructures portuaires ont été ciblées, industrielles, énergétiques. Et dans le sens inverse, des drones ukrainiens ont marqué un record de portée en atteignant en Russie, justement, un endroit très loin qui n'avait pas été atteint jusqu'à présent, une raffinerie de pétrole russe qui appartient à Lukoil, dans une région appelée République des Komis. On va voir la carte. La République des Komis se situe à 1750 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Ça fait quand même loin. Donc Xavier Titelman, c'est encore un coup de maître de la part du centre d'opération Alpha du SBU, parce que c'est eux qui évidemment, SBU Alpha, donc les services de renseignement ukrainiens, qui revendiquent. Mais en réalité, c'est pas réellement une surprise. Ce qui est plus, aujourd'hui, la question, c'est quelles armes ils ont utilisées, parce qu'ils ont un panel d'armes qui va à plus de 2000 km aujourd'hui, avec au moins 3 missiles différents. Et pour être capable d'aller à 1750 km, c'est-à-dire que le missile peut pas aller en ligne droite. Si vous allez en ligne droite, vous survolez des villes, vous survolez des lignes de défense, et c'est que à force de faire des essais, ils contournent certaines zones qui sont protégées. Alors, je vous coupe un instant. Donc c'est bien un drone qui a frappé. Oui, c'est un drone, parce que nous allons vous montrer l'image de ce drone, puisque nous l'avons, et vous pourrez la commenter après. Voici donc le drone qui a frappé la République des Komis sur donc un drone ukrainien dans le ciel russe ce matin. Voilà, Xavier, vous êtes capable de nous dire exactement quel était ce drone. Vous dites quoi? C'est un Lyuti. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le Lyuti ne va pas si loin.
Donc, ça veut voilà, dire c'est qu'ils bien ont pour ça que je vous fais cette surprise. Nouvelle version du looting. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une surprise stratégique. C'est qu'ils ont amélioré les versions précédentes. Peut-être que c'est une version plus grosse, on se rend pas bien compte de la taille quand c'est dans le ciel. Mais ça veut dire que leurs missiles précédents, qui ne sont pas censés être capables d'aller si loin, ont maintenant la possibilité de faire ce type d'attaque. Et ça, faut savoir que c'est un dérivé d'un drone qui a été développé sur fond public par les gens qui en avaient marre de se faire taper dessus par les Russes. Ils ont collecté de l'argent quand vous achetez de l'essence. Ukrainiens. Les citoyens ukrainiens ont financé, et c'est la première version de ce drone-là qui était le Beaver, qui avait tapé sur le Kremlin en novembre 2022, et que personne n'y croyait. Et donc l'armée ne s'y intéressait pas parce qu'elle croyait pas que c'était possible. Donc ça, c'est l'aboutissement ultime de la volonté ukrainienne. C'est un beau symbole. Amiral Coldefils, cet harcèlement ukrainien, il joue à la marge ou il a un impact? Militairement, il joue à la marge. Mais symboliquement, psychologiquement, et symboliquement et politiquement, il est essentiel. Comme vous le disiez, la portée allongée maintenant fait que loin de l'Ukraine, on doit se sentir en difficulté. Oui, mais la Russie est grande. La Russie est la Russie est vaste, c'est même le plus grand très vaste. Ouais. Mais là, c'est déjà à plus 1700 km. Ouais. Lucas Manget. Pour les Ukrainiens, parce que vous aussi, vous revenez d'Ukraine. Oui, pour les Ukrainiens, ce type d'actions sont extrêmement importantes. Faut voir que nous, on est là confortablement assis dans un studio à Paris, et on a cette chance. Mais enfin, on ne l'est pas toujours. Hein. Parfois, certains d'entre nous vont en reportage. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour revenir d'Ukraine, effectivement, il y a quelques jours, il fait extrêmement froid. Oui. Les conditions sont extrêmement difficiles pour les Ukrainiens, civils comme militaires. Mais le moral tient grâce à ce genre d'opérations. C'est-à-dire que ce genre d'opérations qui évidemment, ne vont pas changer le cours de la guerre, mais permettent aux civils et aux militaires de se dire l'ingéniosité, l'inventivité de nos ingénieurs aéronautiques, des capacités de l'état-major, de se dire on est capable, même si c'est une seule fois, d'aller frapper à 1700 km de la ligne de front, permettent de se dire à Dnipro, à Kharkiv, à Kherson, à Kiev, de se dire ok, on y arrive encore. Tant qu'on y arrive, on ne perd pas. C'est ça l'essentiel de ce qui se joue aujourd'hui. C'est que, bien sûr, tous les Ukrainiens savent que ce n'est pas ce drone-là, ce que disait Xavier, qui va pas changer le cours de la guerre. En revanche, il permet de tenir le moral des gens. Quand il fait moins 20 et moins 5 ou 0 degré dans les appartements le soir dans les villes ukrainiennes, ces informations qui arrivent, elles sont essentielles pour maintenir la cohésion nationale. Alors, on a tendance à l'oublier, mais il y a des négociations en cours, tripartites, entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Un nouveau round, une nouvelle session de ces négociations va se dérouler la semaine prochaine à Genève. Et Donald Trump, il y a quelques heures, a en quelque sorte mis en garde Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Zelensky va devoir se bouger. La Russie souhaite un accord et Zelensky va devoir y mettre du sien s'il ne veut pas rater une grande opportunité. Il va devoir se bouger. Eh bien voilà, Samantha de Bender, on a le président Trump qui met la pression sur Volodymyr Zelensky à pratiquement un an de ce moment dont on se souvient tous, d'humiliation publique dans la Maison-Blanche le 29-28 février dernier. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, et ce que je tiens vraiment à répéter aux téléspectateurs, c'est que ceux qui ne bougent pas, qui sont totalement intransigeants dans cette affaire, ce sont les Russes. Oui. Les Ukrainiens sont confrontés à deux problèmes. Ils sont confrontés à l'intransigeance des Russes et à l'impatience des États-Unis. Et entre ces deux, ils essayent de continuer à faire exister ces négociations. Les Ukrainiens ont fait concession sur concession. Ils ne parlent même plus d'un tribunal pour les crimes de guerre, par exemple. Zelensky a accepté l'idée de rencontrer le président Poutine n'importe où dans le monde, sauf à Moscou. Et qu'est-ce que Poutine propose ? Eh bien, une rencontre à Moscou. Oui, ça c'est vraiment une proposition qui est inacceptable. Bien sûr, ce que les Ukrainiens disent de façon informelle, c'est que il y a une possibilité qu'ils soient prêts à céder les territoires qui sont déjà occupés par les Russes. Oui, voilà. Les bruits courent que la grande concession de Vladimir Poutine, ça serait d'accepter de ne pas donner la ville de Zaporijia et la ville de Kherson. Mais en revanche, il ne bouge pas, Vladimir Poutine, sur le Donbass. Il ne bouge pas sur le Donbass, et pour comprendre ce qu'il veut, Vladimir Poutine veut des territoires qu'il n'a pas encore conquis. Militairement. Il veut que les Ukrainiens se retirent des forteresses qu'ils ont construites pendant 4 ans. Et ça, les Ukrainiens ne bougeront pas. Et le Volodymyr Zelensky l'a redit à plusieurs reprises, c'est qu'il n'y aura aucune concession sur ces territoires-là. Ulrich Bonnat là-dessus ?
Oui, non, mais en fait, je pense que cette déclaration de Donald Trump, c'est la réponse en fait à une déclaration de Volodymyr Zelensky d'il y a 24 heures, où il a dit que finalement, justement la proposition américaine fortement influencée par les Russes était vraiment trop mauvaise, les Ukrainiens diraient tout simplement non et continueraient la guerre. Qu'ils préféraient finalement pas d'accord à un très mauvais accord. Et c'est sans doute la réponse de Donald Trump qui remet un coup de pression en disant qu'effectivement ce scénario-là ne l'arrangerait absolument pas. Et donc effectivement Volodymyr Zelensky va devoir encore faire de nouvelles concessions, notamment lors des négociations de la semaine prochaine à Genève, s'il veut conserver en quelque sorte un appui même minimal des États-Unis. Alors hier à Kiev, le président Zelensky, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, a décerné une médaille à un athlète ukrainien de skeleton qui a été banni des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques qui ont actuellement cours à Milan, des Jeux Olympiques d'hiver, pour avoir voulu porter un casque sur lequel qui était orné des figures, donc des photographies des athlètes ukrainiens qui sont morts pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Écoutons ce qu'a dit d'ailleurs cet athlète ukrainien aujourd'hui à ce propos. Problem in this Olympic Games. It's too many Russian flags here, in the audience, in Milano, in some venues, all around venues. Alors, nous n'avons pas eu le temps, effectivement, de le traduire. Parfois, les images vont plus vite que nos pensées même. Mais ce qui est important de savoir, Lucas Mangès, c'est que il a été banni, cet athlète ukrainien. Et il a fait appel et son appel a été rejeté. C'est tout le paradoxe du CIO qui continue à dire on ne veut pas de politique à l'intérieur des Jeux Olympiques. Ça a eu l'effet exactement inverse de ce que recherchait le CIO, c'est-à-dire que cet athlète est en train de devenir non seulement est un héros national en Ukraine, tous les autres athlètes ukrainiens l'ont soutenu en mettant un genou à terre à chaque fois qu'ils ont participé à des compétitions, et mondialement, cet homme-là, ce jeune homme, est en train de devenir un héros parce qu'il a refusé de céder à l'exigence du CIO, parce que le CIO essaie de mettre tous les conflits sur le même plan en disant oui, mais c'est tout. Le CIO dit aussi, Lucas Mangès, qu'il y a je sais plus combien 130 conflits dans le monde et qu'on ne peut pas illustrer que le conflit ukrainien, parce que les 129 autres voudraient également être illustrés. Mais le CIO est une organisation commerciale qui a pour but de diffuser du sport à la télévision, et c'est tout à fait louable. Enfin, je veux dire, c'est le principe des Jeux Olympiques. Ils ne veulent pas rentrer dans ce genre de choses. Oui. L'énorme différence qu'il y a, c'est qu'il y a des athlètes ukrainiens, des athlètes russes, et que cet homme-là porte les couleurs non seulement de l'Ukraine, mais d'athlètes qui ont été tués sur la ligne de front. C'est pas politique, c'est un hommage. C'est un hommage. Et c'est là où exactement. Alors, c'est un hommage. À mon avis, le CIO fait une énorme erreur. Bon, ça, on a bien compris que vous pensiez que le CIO fait une énorme erreur. Mais c'est mon rôle de journaliste de rappeler quelles sont les consignes du CIO. Le CIO dit que la liberté d'expression est garantie aux Jeux Olympiques, mais pas sur le lieu de compétition, Samantha Bendern. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propagande politique de quiconque, de quelque athlète que ce soit, sur le terrain ou sur le podium. Alors, le résultat... quel que soit le règlement du CIO, le résultat, c'est que, par exemple, l'équipe lettonne de Skolett, à la fin de Skeleton, pardon. De Skeleton. Moi, j'ai traduit de l'anglais en français. Non, mais vous l'avez bien dit. Ça n'est pas un sport que nous connaissons tous très bien, il faut l'avouer. Je ne connais pas très bien, mais j'ai vu des images impressionnantes. Après leur compétition, ils ont tous enlevé leur casque. En hommage, oui. En hommage, pour justement faire ce signe. Écoutez, je crois que si le CIO n'avait rien dit, personne n'aurait remarqué ce casque. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Les médias l'auraient remarqué, il y aurait eu des commentaires. Oui, il y aurait eu des commentaires, on aurait vite... Le voilà, le casque, le voici. Il y aurait eu des commentaires, on l'aurait vite oublié. Vous savez, le fait que les athlètes russes et biélorusses sont là en compétition sans drapeau, c'est aussi, si vous voulez, un geste politique. On ne peut pas... Les Jeux Olympiques sont infiniment politiques. Oui. Sur le site internet, ils vendent aujourd'hui de la marchandise souvenir des Jeux de 1936. Donc voilà, c'est... Oui, et ils sont en train de vendre ça aujourd'hui. Donc si vous voulez... moi, je trouve qu'ils ont fait une erreur
on oublie l'impact politique. Ils ont fait une erreur parce que si leur objectif était de dépolitiser les jeux, eh bien, ils les ont totalement politisés. Bon courage pour dépolitiser les jeux. Ulrich, les Russes et les Biélorusses sont effectivement exclus aujourd'hui, mais leurs athlètes sont autorisés à participer aux épreuves individuelles sous bannière neutre. Mais est-ce que le but, est-ce qu'on ne voit pas poindre l'arrivée prochaine des Russes et des Biélorusses, la réintégration pour les prochains Jeux Olympiques de Donald Trump ? Est-ce que c'est pas ça ce vers quoi on va ? C'est une vraie possibilité. C'est une vraie possibilité déjà parce que les Russes mobilisent énormément, de lobbying pour que ça se produise. Il y a déjà des fédérations qui ont intégré les Russes. Fédération internationale de judo, la fédération, le comité international paralympique a réintégré les athlètes russes et bélarusses avec leur drapeau et hymne. Donc effectivement, la prochaine étape pour les Russes, ce serait effectivement, et avec Donald Trump, il y a une espèce de boulevard qui s'ouvre pour effectivement essayer de réintégrer en quelque sorte les Jeux Olympiques. Et c'est une vraie question. Et c'est d'autant plus important que pour la Russie que le régime russe, et même avant soviétique, mais Vladimir Poutine est très dans la lignée de ça, il y a une vraie volonté d'utiliser le sport pour faire de la communication politique. C'est la raison pour laquelle les JO de Sotchi étaient complètement truqués pour essayer justement de projeter une image de puissance à l'international avec beaucoup de victoires parmi les Russes. Et donc effectivement, les Russes cherchent par tous les moyens à revenir par la grande porte dans les Jeux Olympiques. Côté russe, une réelle fronde est en train de monter sur le front, du côté des soldats russes, peut-être encore plus importante que celle au tout début de la guerre. Vous vous souvenez quand, justement, on avait des vidéos qui remontaient jusqu'à nous de soldats russes qui disaient qu'ils n'avaient pas de chaussettes chaudes, qu'ils n'avaient pas de gants, etc. Mais là, à la veille du début de la 5e année de guerre, de combat, vous avez des soldats russes et des milli-blogueurs russes, c'est-à-dire des Z-patriotes, des militants qui ont toujours été en faveur de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui sont très en colère aujourd'hui parce que ils sont furieux contre le Kremlin, puisque le Kremlin a décidé de ralentir et de restreindre même Telegram, donc la plateforme Telegram, qui est une messagerie hyper populaire. Écoutons une de leurs réclamations. Nous combattons les drones ennemis afin qu'ils n'atteignent pas notre chère patrie, la Russie. Et Telegram, c'est notre seul moyen de communication. Ne nous en privez pas. À l'heure actuelle, nous avons besoin immédiatement d'un outil tel que Telegram. Ne le bloquez pas. Il nous permet d'échanger assez rapidement des informations afin d'intercepter des drones. C'est tout. Nous, membres du groupe Albatros chargé de la lutte contre les drones, demandons à la direction des services RKS de ne pas freiner ni bloquer notre travail, au moins dans les nouveaux territoires, car cela réduirait l'efficacité de notre travail de lutte contre les drones. Bon, Xavier Titelman, on connaît votre proximité du côté ukrainien, mais là, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre en quoi ces soldats que nous venons entendre ont raison? C'est-à-dire, ils ont raison de dire que ça a vraiment un impact concret sur le terrain. Quel impact? Alors, d'une manière générale, il y a une transmission d'informations qui va se faire entre le capteur, le radariste et l'intercepteur. Eux, là, ceux qu'on a entendus là, c'est les intercepteurs. C'est eux qui sont au bout de la chaîne et qui doivent tirer avec leur mitrailleuse, parce que maintenant, c'est comme ça que les Russes essaient d'abattre. S'ils n'ont pas Telegram, comment ça se passe? Comment ils le font? Comment ils faisaient avant Telegram? Ils ne le faisaient pas. C'est-à-dire que c'est une vraie accélération de leur performance opérationnelle, et ils ont deux problèmes, les Russes. C'est qu'ils ont perdu Starlink, qui leur permettait d'avoir la communication dans les zones occupées et les plus proches du front et en Ukraine occupée, et sur les arrières, notamment en Russie, parce que là c'est principalement des gens qui sont en Russie ou vraiment sur les arrières, ils perdent aussi ce canal de communication qui a été privilégié. WhatsApp est interdit. Les autres systèmes ne sont pas aussi WhatsApp, élaborés. ça marche avec des VPN. J'étais encore hier au téléphone sur WhatsApp avec des sources russes. Ils n'ont pas de VPN tous dans la poche. Ils avaient encore un outil qui semblait national jusque-là. Bon, donc ils ont raison de dire que ça va avoir un impact concret sur le terrain. Ce que ça montre, c'est Lucas Manger. Ce que ça montre, c'est un décalage complet entre les bureaucrates de l'armée à Moscou, au Kremlin, et la réalité du terrain. L'avant et l'arrière, c'est un peu classique, d'ailleurs. Non, mais oui, mais ce qui est moins classique, c'est-à-dire que c'est dans un pays où un certain nombre de ces gens, eux, vivent complètement de manière paranoïaque, sans utiliser d'ordinateur, de téléphone portable, évidemment de messagerie Telegram, alors que les soldats qui sont sur le front utilisent tous ces outils. Et c'est ce décalage qui n'existe pas en Ukraine. C'est ça l'énorme différence entre des généraux à Moscou qui ont quand même une vision du monde
extrêmement ancienne. Leurs soldats qui, eux, se sont adaptés aux manières de communiquer modernes face à des soldats ukrainiens qui, eux, communiquent avec leur hiérarchie par tous ces outils de communication en permanence. Je pense qu'en Ukraine, comme partout ailleurs, il y a toujours une différence et quelques nuances entre les généraux à l'arrière et le soldat mais il y a toujours des différences. Je parle juste de l'utilisation des outils. C'est-à-dire que je pense que les généraux du Kremlin ne sont pas sur Telegram. Non, et Samantha, ils sont beaucoup sur Telegram. Il y a une obsession de Telegram en Russie, mais il y a surtout une obsession du pouvoir. Je crois que Samantha, vous la connaissez bien, une obsession du pouvoir pour contrôler les communications en Russie et les censurer. Voilà. Donc ils se fichent éperdument que ça ait des conséquences sur le plan militaire. Mais bien sûr, parce qu'il y a une énorme vague de censure en Russie aujourd'hui. Donc Xavier a mentionné le blocage total de WhatsApp, à moins que vous ayez un VPN. Mais si vous êtes arrêté et on vous trouve un VPN sur votre téléphone, vous avez de gros problèmes. YouTube est banni et maintenant Telegram est en train d'être banni dans tout le pays. À quel point que Pavel Durov, le fondateur de Telegram, dont nous avons beaucoup parlé sur cette antenne, c'est même plein de ce qui se passe en Russie, du blocage de Telegram. Alors, ce que disent les généraux russes, ils disent, écoutez, nous avons des applications de messagerie militaire. Donc c'est-à-dire, ils veulent... Non, mais surtout, il y a une nouvelle application, c'est Max. Voilà. Max, c'est l'État russe qui impose sa propre application qu'elle contrôle. Elle l'impose partout. Il y a, à la place de Starlink, les militaires disent, mais nous avons le système satellite Yamal qui ne fonctionne pas du tout, mais qui ne... Un satellite au lieu de 9000. Et donc, nous sommes dans une situation où les soldats russes sur le front dépendent de la messagerie Telegram, qui est vraiment une messagerie relativement ouverte, via des satellites Starlink, donc qui appartiennent à un milliardaire d'un pays de l'OTAN. C'est une situation complètement c'est assez embêtant, ça. Et ça pourrait être même comique si ce n'était pas si grave. Tant mieux pour les Ukrainiens si les Russes n'arrivent plus à communiquer. Mais dans la population et dans l'armée maintenant, il y a une fronde qui est en train de monter. Et je pense que cette affaire Telegram, couplée au nombre de morts qui s'accumulent, à l'impact économique de la guerre qui commence à se faire sentir, alors, pour reparler, voilà. Repassons. Alors, pour intercepter les drones ukrainiens, puisqu'on l'a dit, cette guerre est devenue une guerre de drones, d'un côté comme de l'autre, le grand problème, c'est ces interceptions. Donc, les Russes sont contraints aujourd'hui de rester inventifs. Eux aussi, ils y sont contraints. Et un de leurs plus récents dispositifs utilise des câbles tourbillonnants pour abattre les drones. Alors, voici le dispositif en forme d'éventail, si j'ai bien compris. Mais je me tourne vers vous, Amiral Koldefi. Vous allez essayer de nous expliquer cela. Il s'agit, si j'ai bien compris, d'une machine alimentée par un moteur à l'intérieur d'un véhicule blindé avec 4 disques rotatifs à l'intérieur de ce véhicule, chacun équipé d'environ 9 à 10 câbles d'acier qui ressemblent à des spaghettis. Et c'est tel que ça a été présenté lors d'une émission qui s'appelle Correspondant de guerre, qui est une émission évidemment sur la télévision d'État. À votre avis, est-ce que c'est efficace, Amiral Koldefi ? C'est sans doute efficace. Ce qui est amusant, c'est que ça rappelle à la fois les combats pendant la guerre de 100 ans ou les premiers tanks dans la guerre de 14, des choses comme ça. Mais non, c'est sans doute efficace. Efficacité limitée, mais c'est efficace quand on balance des fils d'acier qui se prennent effectivement dans les drones. On doit arriver à en dégommer, mais pas beaucoup. Oui. Pas beaucoup. Mais justement, Xavier Titelman, ça fait cette machine, je vous vois un peu goguenard, voilà. Mais ça fait dévier le drone ou ça le fait tomber ou... C'est censé le casser ses hélices avant qu'il arrive, mais en réalité... Et alors attendez, pardon, il y a des câbles, et avant c'était des lames, donc il paraît que les câbles c'est quand même mieux... C'est le système du ventilo, c'est un gros ventilo, il faut essayer de passer au travers du ventilo. Un ventilateur à câble, c'est ça. Donc par contre la question c'est l'industrialisation de ce type de solution. Est-ce qu'ils vont mettre ça sur tous les chars ? Comment est-ce que les pilotes vont voir ? Parce que là vous voyez bien que vous pouvez pas mettre ça sur un véhicule. Non, déjà qu'un char est sourd et aveugle, avec ça en plus autour de lui, ça rend les choses très compliquées. C'est aussi pour donner l'impression à la population générale qu'ils cherchent des solutions pour essayer de protéger leurs soldats. Dans la pratique, ça marche pas. Enfin, faut être clair. Mais c'est moins cher aussi, Ulrich, non ? C'est beaucoup moins cher. Puis je pense que là, en fait, on est sur la débrouillardise. Non, mais alors il y a ça, mais je pense que surtout on est sur un cas d'un drone en fait terrestre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement sur le front, l'une des vraies problématiques, c'est que dans les 20 kilomètres qui de part et d'autre de la ligne de front, toute chose qui se déplace, que ce soit un être humain ou un véhicule, est systématiquement visée par des drones kamikazes. Donc les deux armées essaient de trouver des solutions et elles utilisent de plus en plus des drones
terrestres pour faire du ravitaillement, faire de l'évacuation. Et donc, en fait, il faut protéger ces drones qui sont eux aussi systématiquement visés. La durée de vie d'un drone terrestre, c'est 1, 2, 3 missions maximum. Si on va au-delà d'une mission, c'est déjà beaucoup, quoi. Bah si. Et donc du coup en fait, c'est une vraie réalité. Donc les deux armées essaient de trouver des solutions pour justement faire durer ces drones terrestres un peu plus longtemps. Passons à l'autre actualité de la journée pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui à Munich. Vous allez comprendre, autour de l'hôtel Bayerischer Hof, que vous voyez à l'écran dans la vieille ville de Munich. Comme chaque année, c'est le camp retranché, le Palace, accueille aujourd'hui et demain la fameuse conférence de Munich annuelle sur la sécurité, une espèce de Davos de la défense. Rappelez-vous, c'est là que l'année dernière, le vice-président américain J.D. Vance avait accusé avec brutalité l'Europe de dérive sur l'immigration et sur la liberté d'expression. Aujourd'hui, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a fait le voyage. Il n'est pas encore arrivé. Il va arriver demain. Il va prononcer son discours demain. Mais avant de partir, hier, il a prononcé ces mots. C'était déjà pas mal. Franchement, le vieux monde a disparu, le monde dans lequel j'ai grandi. Nous vivons dans une nouvelle ère géopolitique, ce qui va nous obliger tous à réexaminer à quoi cela ressemblera et quel sera notre rôle. Ça promet quand même, Lucas Manger, ces paroles de Marco Rubio. C'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous avons grandi, c'est fini. Et maintenant, vous allez devoir vous adapter, vous et nous. Rubio, il a beaucoup évolué parce que faut pas oublier d'où il vient. Il était un opposant de Donald Trump, il était un opposant de J.D. Vance, et puis il s'est rallié au camp MAGA par opportunisme certainement. On dit beaucoup qu'il sera l'un des candidats à la succession de Donald Trump. Il va essayer de faire mieux que J.D. Vance parce que J.D. Vance est l'héritier putatif de Donald Trump, et Rubio, lui, va essayer d'être sur une ligne moins violente probablement, c'est ce à quoi on peut s'attendre, mais tout en tenant ce type de propos. Le vieux monde a disparu, c'est-à-dire vous les Européens, vous tenez des conférences, vous vous amusez bien, mais en fait nous, on a changé les lignes de fracture du monde, et maintenant faut vous y faire, et ça sera comme ça. Donc ça va être très intéressant, et ce qui va être très intéressant, c'est on voit Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. On va l'entendre. Mais voilà, non mais c'est lui qui est sur cette ligne d'essayer d'amadouer Donald Trump depuis le début. C'est lui qui l'appelait quand même Daddy. Papa, c'est son job. voilà. De toute façon, le secrétaire général de l'OTAN, mais il a été son job. Il a été aussi beaucoup critiqué par ses homologues européens sur cette attitude. Et l'affaire du Groenland a beaucoup changé les choses, y compris chez Mark Rutte, y compris sur Ursula von der Leyen qu'on voit à l'image là aujourd'hui. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a des lignes de fracture qui sont indéniables. Et Rubio s'inscrit maintenant dans effectivement, ce qu'il dit, c'est votre monde de l'Union européenne ne nous intéresse plus. Amiral Coldefi, nous sommes dans un climat d'insécurité, plutôt de précarité sécuritaire. Est-ce que cette édition de la conférence de Munich va être décisive ? C'est ça le discours qui va être martelé. Plus ou moins. Quand Rubio dit que le monde a changé, c'est le monde américain qui a changé. C'est le monde des vainqueurs de 45. C'est le monde de la victoire des démocraties qui a imposé son droit international. C'est ce monde-là qui a changé. Oui, mais que veut-il dire ? Alors, il veut dire on a gagné, on a imposé nos normes qu'aujourd'hui nous ne respectons même plus, qui n'ont plus d'importance pour nous. C'est cela qu'il dit. Parce que le reste du monde ne la respecte plus. Et bien sûr, les conditions de la guerre ont changé si on se met sur le camp de la guerre. Donc eux, on en tirait les conséquences. On est dans un monde de rapport de force, on est les plus forts et on acceptera d'autres pôles, sauf la Chine, parce que la Chine, c'est le grand adversaire. À vous de vous adapter. Mais c'est bien le monde américain des vainqueurs 45 qui a disparu. Voilà. Et c'est bien ça. Alors, après, est-ce que la conférence de Munich va ouvrir un monde nouveau ? Je ne le crois pas. On est dans l'éveil des consciences, si vous voulez, des responsabilités des uns et des autres. Samantha. Moi, je pense que le Nouveau Monde, il a commencé l'année dernière à Munich. Je pense que c'était vraiment avec le discours de J.D. Vance qui était extrêmement violent vis-à-vis des Européens, et que le réveil, il est lent, il a sonné plusieurs fois. Mais je crois que l'Europe aujourd'hui est réveillée, elle ne sait juste pas comment, de quel côté sortir du lit. C'est ça un peu le problème. Quant à Marco Rubio, il y a deux choses quand même. C'est que on entend des rumeurs qui disent qu'il va arrondir les angles.
angles, mais deux choses. Un, il ne participera pas à la réunion sur l'Ukraine avec les Européens. Certains officiels européens, alors c'est dans le Financial Times aujourd'hui, disent que c'est une erreur monumentale et que c'est complètement fou. C'est de la folie qu'il ne soit pas là. Deuxième chose, où est-ce que Marco c'est un signe, le fait qu'il ne soit pas à la réunion sur l'Ukraine. C'est une réunion à laquelle il sera aussi question du rôle de l'Europe à l'intérieur de l'OTAN. Que l'Amérique ne soit pas présente, c'est aussi un signe. Et qui va-t-il voir après Munich? Il va aller voir Viktor Orban à Budapest. Oui, et ensuite, il va passer à Bratislava, c'est-à-dire il va voir les deux alliés plus proches de Trump. Les deux alliés de Trump, les deux pro-russes dans l'Union européenne et les deux qui sont le moins enthousiastes pour une défense européenne. Alors après ces mots de Marco Rubio, en attendant son discours de demain sur le fait qu'on est entré dans un nouveau monde, merci, on était quand même à peu près au courant. Écoutons les propos du chancelier allemand Friedrich Merz, qui ce matin, en début d'après-midi, a parlé aujourd'hui à Munich et qui lui parle de fossé culturel entre nous, les Européens, et les Américains. Entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, un fossé s'est creusé. Une profonde fracture s'est ouverte. Le vice-président J.D. Vance l'a dit très clairement ici à Munich, à cet endroit il y a un an. Il avait raison. La guerre culturelle du mouvement MAGA n'est pas la nôtre. On a quand même l'impression, Ulrich, que le chancelier Merz, là, est dans ses petits souliers, il veut pas tout à fait froisser les Américains, puisque c'est lui-même qui rappelle ce qu'a dit J.D. Vance il y a un an pour dire qu'il avait raison. Oui, et puis il rajoute un peu plus tard qu'il faudrait quand même rabibocher un petit peu les deux rives de l'Atlantique, etc. Mais c'est toute la problématique finalement de tous ces pays qui faisaient reposer leur défense sur le parapluie américain et qui donc effectivement ont bien compris que ce parapluie désormais n'existait plus ou en tout cas était plus du tout fiable. Mais d'un autre côté, changer ça prend du temps et donc effectivement ils essayent d'amadouer les Américains pour les conserver quand même encore quelques années en attendant d'être capables de s'assumer soi-même. C'est ça qui est en train de se produire et pour le coup effectivement les Allemands sont un peu l'archétype de ça, puisque l'armée allemande ne valait pas grand-chose en fait, et qu'il y a un effort massif qui est en train d'être mis en place, mais ça va prendre probablement entre 5 et 10 ans pour que les Allemands soient véritablement capables de faire quelque chose. Moi j'ai l'impression que c'est même pire que ça, c'est que les Allemands osent encore espérer que les Américains vont redevenir des alliés proches. Pour changer d'avis. Qui vont changer d'avis. Que Donald Trump parti. Et c'est une erreur stratégique. Les Allemands ne veulent pas accepter l'idée qu'il faut couper les ponts, faut être européen, faut être souverain, faut être nationaux et faut être forts ensemble. Et ils annulent pas leur contrat d'armement américain alors qu'il y a des équivalents en Europe. Alors soyons concrets quand même pour celles et ceux qui nous regardent. Il y a effectivement une redistribution des rôles militaires en cours au profit des Européens, puisque depuis le 10 février, c'est-à-dire depuis mardi, la Grande-Bretagne prend le commandement des opérations de Norfolk, donc en Grande-Bretagne, et les Italiens du commandement de Naples. Donc on sera en charge du sud de l'Europe. Et c'est ce qu'a précisé aujourd'hui, on vient de l'évoquer, Lucas Manger, vous aviez raison, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Au cours des prochaines années, nous verrons de plus en plus une OTAN davantage dirigée par l'Europe. Mais en même temps, les États-Unis resteront absolument ancrés dans l'organisation. À quelle date exactement ? Nous procéderons étape par étape, en étroite collaboration avec les États-Unis sur la base du processus de planification de la défense dont nous disposons. Bon, amiral Coldefi, aidez-nous à comprendre parce que là, je ne sais plus que dire. Les Américains veulent que les Européens prennent davantage d'importance, en même temps pas trop non plus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens d'évoquer, à savoir le fait que ces deux commandements, ça n'est plus américain, et les États-Unis gardent toutefois le commandement des forces aériennes, navales et terrestres. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de commandement dans l'OTAN, pour faire très très simple. Oui. S'il vous plaît, de grâce. Le niveau stratégique, avec le commandement des forces et des opérations, depuis Eisenhower, c'est un Américain. Okay. Pendant toute la guerre froide, il y avait un commandement atlantique, c'était un amiral américain, c'est le renforcement par les États-Unis de l'Europe. Ce commandement, à la chute du mur, a disparu, est devenu le commandement de la transformation au niveau stratégique, et c'est un général français, actuellement un amiral français, qui est là. En dessous, il y a ce qu'on appelle les Joint Force Command, à Naples, à Brunssum,
Et voilà. Alors Brunsum, c'est les Allemands et les Polonais qui vont se partager à tour de rôle. C'est les Allemands qui ont perdu parce que c'était un des postes de 5 étoiles qu'on avait donné aux Allemands. Ah bon ? Naples. Enfin, il paraît que les Allemands sont aujourd'hui, c'est eux qui ont le plus grand nombre de généraux dans tout le commandement de l'OTAN. Oui, bien sûr, parce qu'il y a... Oui, Pourquoi ? Pourquoi, bien sûr ? Parce que, comme on a noyé l'armée allemande après la guerre, les Allemands... Les chefs d'état-major des armées, de chaque armée allemande, ont une étoile de moins que tous leurs collègues européens. Ah oui ? Voilà, parce qu'ils portent le poids de la défaite. Et donc, quand on est un peu ambitieux, quand on est dans l'armée allemande, si on veut 5 étoiles, c'est le summum. Oui. On est soit chef d'état-major de l'OTAN, le chef c'est américain, l'adjoint c'est un Anglais, le troisième c'est les 3-5 étoiles qui commandent les opérations, et on a Brunsum. Sachant que pour l'armée allemande... Brunsum, c'est aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas. Sachant que chez les Allemands, il n'y a pas de chef d'état-major de l'armée, c'est un général-inspecteur. Voilà. On ne va pas aller sur l'organisation allemande. En dessous, vous avez des commandements par grandes composantes. Terrestres, les Américains, aériens, les Américains, et navals, les Anglais. Et les Anglais ont été virés de ce commandement, et on leur a offert un commandement... J'allais dire pas croupion. Oui, un serpentin, vous allez nous dire. Mais enfin, c'est pas tout à fait ça. Non, mais je veux dire, faut se rappeler que... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un changement qui est en train d'être opéré ou pas ? Ça veut dire qu'optiquement, on va donner aux Européens des postes qui n'ont pas une très très grande importance. D'accord. Mais plus qu'avant. Oui, puisque... Mais ils n'ont pas une grande importance. Puisque, voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de Brunsum dans toutes les opérations Jamais, absolument, vous avez raison. Ah non, en Afghanistan, non. Eh ben, c'est le général allemand qui était à Brunsum, qui était chargé de ces opérations en Afghanistan. C'est-à-dire de définir les forces, de les ravitailler, etc. Vous n'avez jamais entendu parler, parce que ça se passait sur le théâtre. On a entendu parler des commandants de théâtre, on parlait des généraux américains, des généraux français, etc. Et donc, ils ont pris les commandements de milieu, comme ils l'ont fait à chaque fois, les Américains ont plusieurs fois viré les Anglais. Je rappelle qu'ils ont viré les Anglais de Malte en 56 pour prendre le commandement de la Méditerranée à Naples. Et là, ils sont en train de dire non, mais ça se passe comme ça. Ah oui, mais non, c'est pas rigolo. Alors non, c'est la politique. Non, mais on parle de commandement militaire, mais ce n'est que de la politique. Ulrich. Mais ça montre quand même tout le paradoxe du discours américain vis-à-vis des Européens, qui disent aux Européens d'un côté devenez de plus en plus autonomes, investissez dans votre défense, voilà, on en a marre de payer pour vous en quelque sorte, et d'un autre côté verrouille complètement en fait le processus décisionnel et stratégique de l'OTAN, force les Européens, ou en tout cas demande aux Européens d'acheter américain. Donc il y a une espèce de tentative vraiment paradoxale d'un côté de dire aux Européens de devenir autonomes, mais d'un autre côté d'espérer conserver sur l'Europe une espèce de protectorat en fait, où on verrait finalement les Européens acheter américains et rester sous commandement américain, mais tout en finalement en payant plus, mais sans avoir d'autonomie. Ce qui est complètement paradoxal. Si ça continue comme ça va être le pacte de Varsovie. Enfin, là vous y allez fort, Samantha. Donc le pacte de Varsovie à l'occidental, c'est retourné quoi. Et j'ai travaillé à l'OTAN, j'ai été pendant des années une grande atlanticiste. Oui, vous ne l'êtes plus guère. Bienvenue. Si vous voulez, quand on voit, et là, ce que vous avez dit, Ulrich, c'est parfaitement juste. En fait, les Américains voient ça via le prisme du pognon aujourd'hui. C'est qu'il faut qu'on paye, mais il faut qu'on obéisse. Voilà. Sauf qu'il y a quand même un discours qui a été lancé il y a quelques mois, comme quoi Sacker, le commandement suprême Europe, ne serait plus américain dans quelques temps, mais serait européen. Et ça, ce serait un changement majeur si ça... Oui, on n'y est pas encore. Bon. Où l'on reparle de la dissuasion nucléaire en Europe. Car, oui, il semblerait que pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, on avance sur ce délicat sujet. Ô combien délicat. Rappelez-vous que l'Allemagne et la Pologne avaient, il y a quelque temps, évoqué des discussions sur cette possibilité de se placer sous parapluie nucléaire français. Voici ce qu'a dit là-dessus, de façon très clair, ce matin, le chancelier allemand Merz, lui encore, aujourd'hui, à la conférence de Munich. J'ai entamé les premières discussions avec le président français Emmanuel Macron au sujet de la dissuasion nucléaire européenne. Mesdames et messieurs, soyons clairs, nous respectons scrupuleusement nos obligations légales. Cela s'inscrira pleinement dans le cadre de notre partage nucléaire au sein de l'OTAN. Et nous n'aurons pas de zone de sécurité différente en Europe. Nous n'aurons pas de zone de sécurité différente en Europe. Lucas Manget, que veut-il dire ?
C'est pas si simple ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que. Ça a l'air clair, mais enfin bon. Oui, mais c'est fait moyen. Exactement, moyen. Essayons d'éclaircir toutefois. Il y a une difficulté intellectuelle, historique, à se dire pour des pays européens, on va se mettre sous le parapluie français. Oui, ça n'a pas l'air facile pour tout le monde. En fait très facile d'un point de vue militaire et évidemment, enfin très facile. Non mais c'est relativement facile de le faire techniquement. C'est ce que vous dites. Techniquement. Oui. Mais c'est comme si c'était un interdit intellectuel et historique de se dire on ne peut pas passer tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, passer de cette tutelle américaine à un parapluie nucléaire français est quelque chose qui est un impensable pour beaucoup de dirigeants européens, même si techniquement, encore une fois, il y a des difficultés, mais ça serait assez faisable. Bon, c'est politiquement que c'est compliqué, et politiquement, écoutons bien évidemment le président français Emmanuel Macron, qui en quelque sorte, aujourd'hui, lors de son discours à Munich, a répondu au chancelier Merz. Nous avons engagé une discussion stratégique, bien sûr avec le chancelier Merz, mais aussi avec quelques leaders européens, afin de voir comment nous pouvons harmoniser nos doctrines nationales, garanties et contrôlées par la Constitution, avec une coopération spéciale, des exercices communs, des intérêts de sécurité communs à plusieurs pays. C'est ce que nous faisons avec l'Allemagne pour la première fois de notre histoire. Et cette discussion est importante en elle-même, mais aussi parce qu'elle replace la dissuasion nucléaire dans une logique holistique de défense et de sécurité. Alors, Amiral Koldefi, l'approche holistique, là, je vais avoir besoin aussi de votre aide, pardon. Hein. Je fais la naïve, mais je n'ai pas honte. Expliquez-nous. Est-ce que ce discours... Donc, pourquoi tout le monde a tant de mal à évoquer cette possibilité ? D'abord, la position française est que la dissuasion française protège la France par ses intérêts vitaux. Et il n'y a pas de frontière clairement définie, mais ça protège la France et les Français quand les intérêts vitaux de la France sont engagés. Donc, en gros, ça ne protège pas les autres. En gros, ça protège pas les autres. D'accord. Il va de soi que les Britanniques ayant la même chose, avec des missiles américains quand même, mais ces missiles ont vocation à pouvoir protéger géographiquement d'autres pays. Là, je suis très prudent. Géographiquement d'autres pays. Mais tout le débat, il est dans la tête de nos voisins européens. Les voisins européens, ils savent très bien, il y a 5 pays qui ont des bombes américaines sur leur sol. L'Italie. Oui, bon, il y a la Turquie, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, ils sont revenus en Angleterre, ils sont revenus au Royaume-Uni. Non, ça c'est les ogives. Dans quelques instants, nous aurons la carte justement des pays. Bon, ces gens, ils savent très bien que les bombes américaines sont déclenchées sur ordre américain avec la clé américaine. Ça, c'est dans leur tête. Est-ce que vous croyez qu'on peut proposer que des Rafales français soient positionnés à Varsovie ou en Pologne avec des missiles français ? Je suis pas sûr que ça sert. Voilà, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Italie. On dit toujours ça, ce sont les pays qui possèdent des armes nucléaires américaines sur leur sol. Les 5, oui, parce qu'ils sont revenus au Royaume-Uni après de partie. Donc les 6 pays qui possèdent des avions avec des bombes américaines. Voilà. Après, que fait-on si on se confie ? Si on fait une défense au niveau de l'Europe, il faut que les Anglais soient inclus. Là, c'est clair. Est-ce que c'est ça la difficulté, Xavier Titelman ? Alors, ce qui exprime justement précédemment, c'est cette Europe à 2 vitesses et 2 sécurités. C'est qu'il y a des pays qui ont la capacité d'être sûrs de jamais être attaqués avec une arme nucléaire. C'est la France et la Grande-Bretagne. Et il y a le club des autres. Parce qu'encore une fois, les Allemands, les Belges, ils savent pas s'ils pourront utiliser leur arme nucléaire si Donald Trump leur en donne pas l'autorisation ou J.D. Vance dans quelques années. Donc la vraie question, c'est comment faire en sorte que les autres pays profitent de notre dissuasion, sachant qu'on a la stricte nécessaire, le minimum pour protéger notre propre territoire. Donc le seul minimum, effectivement, qu'on pourrait imaginer faire plus, ce serait que l'Allemagne se dise, j'achète du Rafale,
Et sur ce Rafale, je commande à la France de produire d'autres armes nucléaires. Mais les Allemands sont pas du tout dans cette optique. Regardez l'histoire du SCAF, l'avion européen de combat du futur franco-allemand. Oui, ça n'a pas l'air de bien marcher. Et ben justement, et l'excuse des Allemands, mais dis donc les Français, vous allez vouloir mettre la bombe atomique en dessous, ça va nous coûter cher à nous, aux Allemands. On veut pas d'un avion nucléaire. Donc en fait, ce que je comprends bien, c'est quand même aussi une question de coût. Mais oui. À qui ça va coûter. Est-ce que les Français seraient d'accord aussi pour cet élargissement? Si vous me permettez, j'aimerais juste qu'on précise plusieurs choses. La dissuasion nucléaire française, elle est française. Oui. La France ne fait pas partie du groupe de planification nucléaire de l'OTAN. Oui. Et c'est ça aussi le problème. C'est que si le parapluie nucléaire français devait être étendu aux autres pays européens qui sont aussi des pays de l'OTAN, est-ce que ça se ferait à un niveau européen, hors OTAN, ou est-ce que la France, pour faire ça, devrait intégrer la planification nucléaire de l'OTAN? Ça, c'est une question, si vous voulez, politique et organisationnelle. Ensuite, comment ça se ferait pratiquement? Est-ce que ça se ferait comme le font les Américains avec la dissuasion nucléaire otanienne, avec des avions, avec des ogives nucléaires dans des pays de l'OTAN, ou est-ce que ça se ferait sous une autre organisation, une autre articulation? Mais aujourd'hui, il y a énormément de discussions. La France, mais depuis le général de Gaulle, évoque le concept des intérêts vitaux de la France qui irait plus loin que le territoire français. Presque chaque président français, à diverses reprises, a évoqué ce concept d'intérêts vitaux qui concernerait ce qui est hors de la frontière de l'Hexagone. Ouais, donc c'est plus compliqué. Ah bah oui, ça, non mais c'est compliqué, ça on a bien compris que c'était compliqué. C'est possible. Mais on est là pour essayer de clarifier la complexité aussi, au moment où nous parlons, parce qu'évidemment elle évolue. Du côté allemand, tout le monde n'est pas du même avis, bien évidemment. Et après ce qu'a dit le chancelier Merz, le ministre de la Défense allemand, Monsieur Pistorius, a déclaré ceci: on peut spéculer sur tout, mais croire que nous serions en mesure de remplacer le parapluie nucléaire américain maintenant, dans 5 ou même 10 ans, relève du vœu pieux. Eric Bouna. Mais du coup, en fait, je vous donne tout de suite la parole, Xavier, parce que je vous vois excédé. Ça explique, en fait, déjà, les Allemands ont un vrai rapport compliqué à la chose militaire. Effectivement, parler de nucléaire en Allemagne, c'est quand même extrêmement compliqué. Et le fait quand même que les Allemands aient ce genre de discussion montre quand même le chemin parcouru en 3 ans maintenant, 4 ans, par les Allemands. Il ne faut pas sous-estimer, en fait, il y a quand même énormément de résistance. Envisager une Bundeswehr qui se déploie en Lituanie, c'est quand même colossal comme changement de pensée au niveau allemand. Mais en revanche, effectivement, ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur Merz qui dit qu'il faudrait rétablir les liens avec les Américains. C'est qu'effectivement, il y a toute une partie du personnel politique et militaire allemand qui ne peut pas penser, en fait, sa sécurité sans les Américains. Non, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous sommes en train de discuter des débats actuels très percutants à la conférence de Munich qui concerne le nucléaire, avec la possibilité d'un élargissement du nucléaire français et britannique au reste de l'Europe. Mais Xavier Titelman, vous aviez l'air extrêmement mécontent, pas en phase du tout avec ces propos du ministre de la Défense allemand, Pistorius, qui dit que tout ça relève du vœu pieux et qu'on ne peut pas se passer finalement des Américains. Mais on ne peut pas remplacer le parapluie nucléaire américain. Mais parce qu'ils croient encore que les Américains vont assurer leur parapluie nucléaire. C'est ça la principale erreur. Ils croient que les Américains sont encore là. Vous dites que son erreur, c'est d'avoir encore espoir. Mais exactement. C'est ça son erreur. Il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils disent il faut qu'on soit européen, qu'on soit souverain. Par contre, il a raison. Même si demain il décidait de lancer une arme nucléaire, avec le développement de l'arme nucléaire, l'intégration sous des avions qui ne sera pas des avions américains que les Allemands ont eu l'erreur d'acheter avec tous les autres, ça prend au minimum 10 ans. La solution la plus rapide serait d'acheter du Rafale et de dire aux Français fournissez-nous des bombes atomiques qui vont avec. Là, peut-être que ce serait 5, 8, 10 ans et encore. Ce serait vraiment un exploit d'être aussi rapide. Mais l'erreur principale, c'est de continuer à croire qu'on peut reposer sur les Américains jusqu'à la fin du siècle. C'est que le parapluie. Alors, allez-y. Ça déchaîne les passions, ce sujet. Lucas. Ce que je voulais dire, c'est que, là où Pistorius, et je suis d'accord avec Xavier, se trompe, c'est que, en fait, c'est pas le même parapluie. Forcément, on sort de ce monde-là. On sort de ce système qui a été celui depuis 1945, en gros, et que le parapluie ne sera pas identique. Ça veut dire que oui, ça va prendre 10 ans pour changer, si ça devait être le cas et si c'était décidé à un niveau européen, pour changer de système de protection nucléaire de l'Europe avec la France et les Britanniques. Ça ne sera pas le même parapluie. Les choses ne sont pas reproductibles à l'identique dans l'histoire. Alors, je viens de vous citer le ministre de la Défense
défense allemand qui visiblement a un petit peu peur et qui fait encore confiance aux Américains. Quant au Premier ministre belge, il a une autre opinion. Voici ce qu'il dit. Si l'Europe se dote de ses propres capacités de défense, la question nucléaire sera inévitablement abordée. Mais Samantha. Oui, elle sera abordée, mais dans quel contexte? Est-ce que la Belgique va... Lui, il ajoute aussi que quand les Français disent européens, ça veut plutôt dire français. Et pour le moment, oui, parce qu'il y a quand même un petit détail qui existe, c'est le traité de non-prolifération nucléaire auquel plus personne ne fait allusion. Auquel plus personne ne fait allusion, mais qui existe et qui fonctionne pour le moment parfaitement bien, à part peut-être en Corée du Nord. Mais et si un autre pays européen devait se doter de l'arme nucléaire, ce serait non seulement nucléaire du point de vue politique en Europe, c'est-à-dire que d'autres pays dans le monde vont dire non, on va sortir du traité de non-prolifération. Et il y a juste un petit détail sur la dissuasion nucléaire américaine que nous avons en Europe, c'est qu'elle a aussi une composante d'armes tactiques, et ce que nous Français n'avons pas et que les Britanniques n'ont pas non plus. Et qui souhaiteraient acquérir. Mais quand même, l'utilisation, la maîtrise de l'escalade est plus facile quand on a des armes tactiques que seulement quand on a des armes stratégiques. Donc il faudra aussi repenser tout cet arsenal, et donc les traités de non-prolifération qui seront en train de sauter de toute façon, continueront à sauter. Et quand même peut-être à la décharge de nos partenaires européens, je pense pas qu'il y ait une unanimité non plus en France sur l'idée d'étendre en fait la protection nucléaire à d'autres. Enfin, il y a des élections françaises qui sont prévues en 2027, c'est pas un scoop, et je pense que certains des partis qui concourront à cette élection présidentielle sont pas du tout pour partager la dissuasion nucléaire, donc c'est aussi quelque chose qui est pris en compte par nos partenaires européens de se dire est-ce que la France est complètement fiable. Alors, évidemment, ce sujet du nucléaire sera développé demain lors de cette conférence de Munich. On attend tous les discours des uns et des autres. Passons à l'autre sujet de la soirée. Sophia Amara, venez nous rejoindre. Sophia, vous êtes journaliste et grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Nous avons besoin de vos lumières, de vos commentaires, de votre analyse. Comme à son habitude, Donald Trump fluctue, on le sait, dans ses déclarations, sur quelques sujets que ce soit d'ailleurs, et laisse planer le doute sur ses intentions. Mais là, je veux bien parler de ses intentions dans le Moyen-Orient. Après s'être exprimé sur la possibilité de parvenir à un accord entre les États-Unis et l'Iran, ce que pourtant on peut peiner à croire, il a évoqué une période d'1 mois et conclu par une certaine mise en garde. On l'écoute. Pourquoi envoyez-vous un deuxième porte-avions au Moyen-Orient ? Nous en aurons besoin si nous ne parvenons pas à un accord. Si nous trouvons un accord, nous pourrons réduire la durée de son déploiement. Il partira très prochainement pour rejoindre l'autre porte-avions déjà sur place. Je pense que les négociations seront fructueuses. Sinon, ce sera un jour sombre pour l'Iran. Sophia Amara, là, j'allais dire c'est du grand Trump. C'est pas du grand Trump, c'est du Trump habituel, soit un grand stratège des médias, soit quelqu'un qui ne sait vraiment pas du tout ce qu'il veut faire. Mais il nous donne ce délai qui correspond quand même peu ou prou au maximum de l'arrivée, du temps que doit mettre ce deuxième porte-avions. D'ailleurs, on va retourner dans le détail concrètement sur ce porte-avions, mais donnez-nous d'abord votre sentiment. C'est tout à fait ça. C'est vrai que Donald Trump souffle le chaud et le froid, mais désormais, en avançant un délai d'1 mois, il est revenu à des délais raisonnables, alors surtout qu'on négocie avec les Perses ou les Iraniens, parce qu'il espérait au départ un hit and run, après avoir promis à la population qu'il viendrait immédiatement les sauver. Là, il nous parle d'1 mois, c'est plus raisonnable. Est-ce que ça veut dire que les négociations vont réussir ? Les Iraniens sont de redoutables négociateurs, et il y a fort à parier que 30 jours et même plus ne seront pas suffisants pour les faire entendre raison, sachant que le second porte-avions, il faut effectivement à peu près 3 semaines pour atteindre les côtes iraniennes, ou en tout cas la région du Proche-Orient. Il est encore à Norfolk, oui, en plus, il n'est même pas parti. Donc c'est environ 3 semaines, ça, selon les experts militaires. Alors les dernières nouvelles ce soir, selon le New York Times, ce quotidien américain, c'est que Donald Trump n'a pas encore décidé s'il allait frapper l'Iran. Mais ces options
se restreignent. D'abord, il y a la possibilité, évidemment, d'une action militaire contre le programme militaire nucléaire, iranien, bien sûr, contre sa capacité à lancer des missiles balistiques. Mais il y a aussi, amiral Koldefi, selon ces sources, la possibilité d'un envoi de commandos américains sur certaines cibles militaires iraniennes. Mais ajoutent ces sources, ils devraient être mieux préparés. Oui, là, on noie un peu le poisson. C'est clair que le Pentagone propose une série d'options, comme font tous les états-majors militaires au président, de la plus forte à la plus faible, avec les risques calculés à chaque fois, les pertes, etc. Je pense pas que les Américains, bien qu'ils aient fait beaucoup de progrès depuis l'envoi de la Delta Force en 1979-80, du temps de Carter, aient envie de mettre des commandos américains pour attaquer des cibles militaires iraniennes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Pourquoi ? Parce que c'est pas le Venezuela là. Voilà. Il y a 70 millions d'habitants ou 80 millions en Iran. 90 millions, oui. Oui. Donc, non, c'est pas du tout la même chose. Et ils ont déjà été échaudés. Et les Américains savent pas faire tout petit. Mais il y aurait des déplacements quand même assez importants, des systèmes de défense aérienne américaine vers les bases américaines, et pas seulement Ulrich Bouna, celle du Qatar, mais également en Irak, au Bahreïn, à Koweït, et en Jordanie. Oui, il se prépare, et puis même tout autour d'Israël. Est-ce qu'il peut se préparer ? Israël, on va y aller dans quelques instants. Mais est-ce qu'il peut se préparer pour rien ? Oui. Oui, pour le coup, effectivement, c'est tout à fait possible. Alors après, effectivement, quand on déploie une telle armada pour pas s'en servir, ça peut paraître un peu bizarre, mais pour le coup, ce serait pas complètement incohérent de la part de Donald Trump. Je pense que lui-même, ne sachant pas véritablement ce que va donner ces négociations, il laisse toutes ces options sur la table en espérant que ça permettra de mettre la pression sur les Iraniens. Mais juste un petit mot sur effectivement les opérations spéciales en Iran. Je pense que Donald Trump, et comme beaucoup d'Américains, estime que cette opération militaire, cette tentative de libérer les otages de l'ambassade américaine en 1980, c'est ce qui a fait, et cet échec, c'est ce qui a fait perdre les élections à Carter. Et donc du coup, il hésite, c'est ça que vous voulez dire. Par rapport à ça, il a certainement pas envie d'une catastrophe militaire avec des forces spéciales qui seraient tuées en Iran, qui serait catastrophique pour son mandat. Sachant qu'il a fait toute sa campagne, il faut le rappeler quand même, en disant qu'il ne ferait jamais de guerre à l'étranger, et que l'opération du Venezuela n'est pas vue comme une guerre à l'étranger, parce que c'était une opération de police entre guillemets, mais que là, s'il y avait une intervention américaine en Iran, c'est une guerre qui porte bien son nom. Amiral. Juste petite rectification, on ne déploie pas des forces pour rien. Voilà. Si on déploie des forces qui ne sont pas utilisées, qu'à la fin il y a une résolution de paix, ça n'est pas gagné. pour rien. Oui. Voilà, c'est pas pour rien. On ne déploie jamais des forces pour rien. Voilà. Je voulais juste retenir c'est une nuance, vous avez raison, quasi philosophique. Mais j'entends votre propos. Non, mais on est souvent concerné quand on est dans les armées de déploiement qui finalement se passe bien. Personne ne le sait, mais la pression a été mise sur terre ou en mer. Voilà, et le résultat a été obtenu. Donc un déploiement, c'est avant tout un moyen de pression. Oui, bien sûr. Et surtout quand on connaît l'obsession de Trump pour le coût financier des choses, déplacer ce porte-avions à un coût absolument énorme financier, sans parler du coût politique. Mais le problème que Trump a deux problèmes très importants. Un, c'est que ses alliés dans la région, la Turquie, l'Arabie Saoudite, on a parlé du Koweït, du Bahreïn, de la Jordanie, des Émirats, tous ne veulent pas, aucun ne veut qu'il frappe, parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils sont tous en train de me dire, c'est quoi votre plan B ? Vous allez frapper quoi ? Et après quoi ? Est-ce qu'il y aura une instabilité générale dans la région ? Et puis les troupes américaines qui sont sur ces bases sont vulnérables à cause du programme balistique iranien. Et justement, ce déploiement du deuxième porte-avions, il est aussi en renfort, en protection aérienne pour des éventuelles frappes de riposte des Iraniens. Bon, amiral Koldefi, il y a quand même certains indices militairement qui sont en faveur d'une frappe potentielle. C'est-à-dire le nombre d'avions ravitailleurs au Moyen-Orient ou à proximité, le nombre de EA-18 Growler, ces avions brouilleurs qui suivent, qui escortent les bombardiers
c'est tout à fait nécessaire. Toutes les sources aujourd'hui concordent à dire, affirmer que les Américains sont en train de déplacer d'autres avions, toujours plus d'avions vers la région, des avions de ravitaillement, des avions de reconnaissance. Les données de suivi réel des vols divers et variés, les traceurs nous le disent. Donc on est en train quand même de monter en gamme. Il y a aussi un indice, alors là, justement, je m'adresse à vous en particulier, l'indice ultime de l'imminence d'une frappe pourrait être quand la marine déplace un sous-marin lanceur de missiles balistiques qui, alors, si la marine américaine, elle en a un qui opère généralement en Méditerranée, vers la mer Rouge, vers la mer d'Arabie, et qui peut emporter jusqu'à 154 missiles Tomahawk. Et là, on dit aujourd'hui qu'il pourrait... Je parle au conditionnel, bien évidemment. Mais c'est pas la même chose du tout, là. Alors, dites-moi. Les Américains ont transformé quelques sous-marins nucléaires lanceurs d'engins balistiques, des missiles intercontinentaux, en lanceurs de missiles de croisière, Tomahawk, tout à fait. Parce qu'il y a une capacité d'emport qui est plus grande que sur les sous-marins nucléaires d'attaque. Donc là, oui, on peut déplacer. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins balistiques, ils sont en permanence en opération. Oui, sous-marin lanceur de missiles balistiques. Pardon, c'est moi qui me suis trompé. Non, mais c'est pas grave. Non, mais vous avez raison. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, jamais un emplacement d'un sous-marin de la marine n'est divulgué concernant... jamais. Contrairement, oui, vous le savez très bien, contrairement au navire. Mais si ce sous-marin en question passait par le canal de Suez, il serait obligé de refaire surface, et là, il serait visible pour les pisteurs de navires. Donc, je suis simplement en train de vous demander si ça serait le signal ultime d'une proximité de frappe. C'est un choix stratégique. Soit on se montre, soit on passe on peut pas le passer en plongée. Soit on fait le tour. Non, le canal de Suez, c'est pas possible. On est obligé de remonter à la surface. Non, on peut passer Gibraltar au fond, mais on peut pas passer le canal de Suez au fond. Donc, mais là, c'est un choix politique. C'est ça. Soit je montre ma force que je déploie, soit au contraire je dis rien. Là, il faut 3 semaines pour faire le tour. Mais bon, il fait le tour par l'Afrique du Sud, par exemple. Oui, d'accord. Non, mais c'est ça. On parle effectivement de tous les avions américains qui ont été déployés dans la zone. Si on a pu les suivre, c'est parce que les Américains ont bien voulu qu'on puisse les suivre. Donc c'est un signal complètement politique. En fait, c'est pas pour ça. Effectivement, l'accumulation des forces faciliterait une opération, mais avant tout, c'est une opération de communication aux Iraniens pour dire regardez tout ce qu'on est en train de mettre tout autour de votre pays. Y compris laisser filtrer le fait qu'il y a des sous-marins et voilà. Alors que par définition, si on veut pas que ça se sache, on ne dit rien. Bon, arrêtons-nous un instant sur le pays principalement concerné par la potentialité de frappe de représailles, qui est Israël. On sait que hier, le président américain a reçu le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La rencontre a duré 3 heures. D'ailleurs, Netanyahou avait avancé sa visite, preuve d'une certaine fébrilité en Israël. C'était la 7e rencontre entre les deux hommes depuis le nouveau mandat de Donald Trump. Et voici, il n'y a pas eu de déclaration commune à la fin de cette rencontre, mais voici ce qu'en a dit Benjamin Netanyahou au sortir du bureau ovale. J'ai échangé avec mon grand ami Donald Trump. Nous entretenons une relation très étroite. Je ne vous cacherai pas que j'ai exprimé mon scepticisme quant à la nature de tout accord avec l'Iran. Pour essayer de comprendre, rendons-nous en Israël. Nous sommes en direct avec Stéphane Goldin. Stéphane Goldin, bonsoir. Vous êtes analyste sécuritaire, ancien commandant d'une unité d'élite de Tzahal. Merci d'être avec nous ce soir. Quel pourrait être ce plan B que le Premier ministre israélien préparerait en cas d'échec des pourparlers? En gros, la question que je suis en train de vous poser, c'est est-ce que une nouvelle fois, pratiquement, Israël pourrait mener une offensive seule contre l'Iran? Écoutez, je vais dire quelque chose de très simple. Même un bon accord du côté américain serait un mauvais accord pour Israël. On va se dire les choses clairement. Et donc, je pense que oui, Israël pourrait se préparer à un plan B, c'est-à-dire un plan B où Israël pourrait attaquer seul, sans l'aide américaine, où l'aide américaine pourrait venir ultérieurement ou avoir simplement une forme, je dirais, d'aide, une forme d'épauler, je dirais, l'armée israélienne. Mais toujours est-il que oui, il pourrait y avoir une nouvelle attaque israélienne, peut-être pas tout à fait la même de ce que nous avons pu connaître au mois de juin dernier, pendant les 12 jours, avec peut-être des opérations beaucoup plus ciblées, beaucoup plus pointues, avec
possible aussi qu'il y ait aussi des opérations après qui puissent se passer au sol. Je voudrais simplement aujourd'hui rappeler une seule chose, parce que j'ai eu différents contacts et j'ai entendu énormément aussi d'Iraniens qui, dans le fond, étaient dans l'attente et qui se demandaient si, dans le fond, ils n'auraient pas directement dû se tourner vers Israël pour se, je dirais, libérer de ce régime. Oui, alors vous avez raison, parce que justement nous voulions partager avec vous un tweet qui a été posté par un opposant iranien. Il y en a eu de nombreux et je le cite: nous aurions dû appeler Bibi depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une certaine déception de la part de beaucoup d'Iraniens. Mais est-ce que vous pensez, Stéphane Goldin, que Trump serait obligé de suivre militairement si Benyamin Netanyahou décidait que Israël frappe militairement seul l'Iran? Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est dit dans le bureau ovale. Toujours est-il que, comme le disait tout à l'heure l'amiral, on ne déplace pas une armada d'un tel poids sans qu'il ne se passe rien. Donc je reste persuadé que si, dans le cas du plan B, qui a dû être présenté probablement aux Américains, il y aurait une attaque israélienne sur le territoire iranien, je pense que oui, il y aurait les Américains qui pourraient nous suivre, comme dans le fond. Ça s'est passé au mois de juin dernier, où les Américains nous ont suivis après quelques jours dans surtout l'attaque des sites nucléaires, parce que c'est vrai qu'ils avaient des avions type B2 avec ces bombes perforantes que nous n'avions pas. Merci infiniment, Stéphane Goldin, d'avoir été avec nous ce soir. Sophia Amara, nous sommes dans un moment qui n'est pas... Sans doute, tout le monde croit que c'est une redite, que ça va être rebolote de ce qui s'est passé en juin 25, mais avez-vous l'impression que ça serait forcément le cas ? Moi, je crains, en fait, quand vous disiez tout à l'heure qu'il est difficile... D'autant plus, pardon de vous couper, Sophia, je voudrais ajouter quelque chose sur lequel vous pourriez rebondir, d'autant plus que Donald Trump vient de nous faire une déclaration que nous aimerions partager avec nous, elle vient de nous parvenir depuis la Caroline du Nord ce soir, et il est très ferme de nouveau sur l'Iran. Un changement de pouvoir serait la meilleure chose qui puisse arriver à l'Iran. Pendant 47 ans, ils n'ont fait que parler. Et ça a coûté de nombreuses vies. Et ça dure depuis un long moment. Donc nous allons voir comment cela va évoluer. Nous avons des forces redoutables sur place et d'autres sont en route avec la venue d'un deuxième porte-avions qui sera très vite là-bas. Alors, on a souvent débattu sur ce plateau pour savoir si les États-Unis étaient véritablement, si un des buts américains était ce fameux changement de régime. Là, on a Donald Trump qui le dit. Oui, enfin, il dit beaucoup de choses. Et puis surtout, c'est assez insupportable quand la vie de citoyens civils désarmés est en question, et surtout quand on les a poussés à agir, à tenir les routes, les rues et les institutions de l'État, et qu'on leur a dit l'aide arrive à dos de chameau, elle serait arrivée. Donc voilà, ça sert à rien de montrer 2 porte-avions et de laisser ces gens-là mourir. Premier point. Deuxième point, vous disiez très justement tout à l'heure que on ne déplace pas une armada pour rien. Certes, et puis une armada, c'est aussi un outil diplomatique de dissuasion, ça les aide à persuader l'Iran de signer un accord qui soit acceptable. Sauf qu'avec Donald Trump, justement, le risque, c'est lui ne souhaitant pas aller sur le terrain, donc les chances d'un changement de régime étant quand même assez éloignées, eh bien finalement il est capable de dire j'ai signé un super accord, donc je me retire, donc l'armada aura servi. Mais en fait l'accord sera plus mauvais que celui qu'il a lui-même déchiré en 2018. Et personne s'en rendra compte parce que les gens ne lisent pas les accords et que finalement c'est une bulle médiatique. Voilà, il gère comme ça et il aura déplacé tout ce monde-là et les Iraniens resteront seuls face au mollah. Voilà. Vous avez malheureusement raison. Ah, vous, Amiral Kol-Defi, vous pensez que Sophia Amara a raison. Donc, oui. Qu'il n'y aura pas, que les Américains ne parviendront pas militairement à faire changer le régime iranien. Parce qu'elle a mis en évidence le point que Trump présente toujours les affaires à son avantage et toutes les guerres qu'il a gagnées ou toutes les paix qu'il a gagnées, entre guillemets, tout le monde sait bien qu'il n'y a rien derrière. Donc là, du vent. Le risque pour les Iraniens et pour la population iranienne, c'est ce que vous dites. Ulrich Boudin. Non, mais complètement. Et effectivement, au Venezuela ou ailleurs, Donald Trump a parfaitement montré que le sort des populations civiles, c'était pas vraiment c'était un peu cadet de ses soucis, que c'était pas fondamental. Et donc effectivement,
effectivement avoir poussé les Iraniens à descendre dans la rue en espérant que eux-mêmes feraient un espèce de changement de régime, ça n'a pas fonctionné. Et de toute façon, enfin soyons clairs, quand bien même les Américains décideraient de bombarder l'Iran et d'éliminer l'ayatollah Khamenei, ça résoudrait pas le problème. C'est pas pour ça qu'il y aura un changement de régime. Et je pense que Donald Trump en a quand même un peu conscience. Donc il y a beaucoup de bravade en fait là-dedans, de menaces envers les Iraniens pour essayer de leur dire il faut vraiment signer un accord qui effectivement vaudra peut-être pas plus que le papier sur lequel il aura été inscrit. Mais par contre, une opération de changement de régime, c'est quand même très peu probable. Mais c'est le syndrome Maduro et Venezuela. Oui, c'est-à-dire qu'il est convaincu que, enfin, il est convaincu. Il est convaincu, il n'a pas l'air tant que ça convaincu puisqu'il hésite. Il hésite. Non, ce que je veux dire, c'est que on a le sentiment que ce qui s'est passé au Venezuela début janvier lui a donné une sorte de sentiment de toute puissance. Oui. C'était facile de faire ça. D'abord, l'opération au Venezuela n'était pas si facile que ça. C'est des mois. Je parle sous le contrôle de l'amiral, mais des mois de préparation, de renseignement et de mois de préparation d'une opération militaire pour un président, qui était protégé par 60 personnes, des soldats d'élite, dits d'élite cubains, et qui avaient en plus probablement été donnés par certains de ses proches. Ce qui n'est absolument pas le cas en Iran, où l'ayatollah Khamenei continue à avoir une autorité absolue sur l'intégralité de cette armée particulière qui sont les Pasdaran, sur son entourage. La preuve est que ces derniers jours, ils ont été en capacité d'arrêter des dirigeants politiques. C'est pas seulement des gens au-delà des 30 et de les relâcher. De les relâcher. Relâcher certains, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une volonté politique d'ouverture là. Voilà, la pression sur l'opposition. Donc ils tiennent ils tiennent le pouvoir, ils tiennent le régime, et ils ont encore, pour le moment, il n'y a aucun sentiment, si vous voulez, de ce que je lis. D'effritement du pouvoir, de fragilisation, de basculement d'un certain. Au Venezuela, visiblement, ils avaient, les services de renseignement américains, connaissance du fait qu'un certain nombre de gens autour de Maduro étaient prêts à le lâcher. Et c'est ce qu'on a compris après. Là, c'est loin d'être le cas. Oui, mais donc ce sentiment pourquoi Donald Trump ce soir fait-il cette déclaration mais en ne parlant jamais des civils, une fois de plus. Des gens qui sont morts, comme le disait Sophia. Tout à fait, et qu'il a déçu en n'allant pas à leur aide. Bah oui. Et absolument, et J.D. Vance l'a répété il y a quelques jours, le vice-président américain, il a dit finalement, si les Iraniens veulent changer de régime, c'est aux Iraniens de le faire. Mais ce que l'on sent chez Donald Trump aussi, c'est qu'on sent un espèce de fléchissement sur les trois questions importantes dans les négociations. C'est le nucléaire iranien, ce sont le programme balistique qui lui inquiète énormément les Israéliens et tous les alliés américains dans le Golfe, et puis la question du soutien aux proxys, que ce soit le Hezbollah ou que ce soit les Houthis et autres. Et là, on sent que Trump est en train de dire qu'il serait prêt à avoir un accord qui serait que sur le nucléaire. Donc ça, pour abonder dans la direction de Sophia, il pourrait dire voilà, j'ai un accord, ils sont d'accord d'enrichir l'uranium que à 20% au lieu de 60%, ils sont d'accord de ne pas avoir une bombe nucléaire, j'ai gagné, j'ai envoyé mon armada, j'ai fait pression et tout va bien. Et la question centrale, et c'est là où les Israéliens doivent avoir les jetons aujourd'hui, c'est que la question des missiles balistiques et stratégiques et de croisière iranien risque de ne plus être sur la table. Et c'est ça la clé pour la région et la clé pour l'instabilité de la région ou la stabilité. Sophia Mara, dans cette dernière déclaration la plus récente de Donald Trump, ce soir, il évoque quand même le fait que ça a coûté de nombreuses vies iranienne, cette répression du régime. Mais je vais vous donner un exemple très criant qui m'a beaucoup marqué. Le régime a fêté ses 47 ans, la révolution islamique. Oui, il y a eu beaucoup de sang, c'est vrai. Beaucoup d'Iraniens sont tombés. Mais je ne sais pas s'il est conscient du fait que ce régime a fait du mal à toute une région au Proche-Orient, qu'à un moment les chefs iraniens disaient nous contrôlons 4 capitales arabes, Beyrouth, Damas, Bagdad et Sanaa, et qu'ils frappaient jusqu'à Paris. Donc je ne sais pas s'il est conscient de sa dangerosité. Vous parliez des missiles balistiques tout à l'heure. Aujourd'hui, peut-être qu'ils arriveront un jour à toucher l'Europe, les Iraniens. Le Shahab 4, c'est déjà le cas. Oui, le Khorramshahr 4, c'est 3000 km et plus. De portée, c'est ça. De portée. Donc les Iraniens, c'est leur problème numéro 1, et donc il nous dit oui, il y a eu des morts, mais je ne sais pas s'il est conscient de quelle mort on parle, de quelle déstabilisation on parle, de quelle capacité de nuisance on parle. Je pense que tout ça, il ne réalise pas. Un jour, quand on a eu l'assassinat de Rafik Hariri, rappelez-vous, c'était comme demain, voilà, 2005, le 14 février, la Saint-Valentin 2005, il a été tué, et le fils rencontre un peu plus tard Trump, il n'était même pas encore président, il lui a dit alors vous occupez bien du Hezbollah, j'espère. Alors
que le fils, son père avait été assassiné, qui était un chef charismatique. Donc lui, il se cachait et le Hezbollah a mis le Liban, à feu et à sang. Et on coupe à voilà. Donc c'est quelqu'un qui ne lit pas les dossiers. Il ne maîtrise pas les dossiers. Oui, alors voici cette carte des portées, la portée des missiles balistiques iraniens. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Il va encore plus loin. Il manque encore un cercle qui va encore plus loin. Oui. Expérimentaux, mais qui sont prêts à déployer et qui ne sont pas prouvés derrière. En fait, aussi le problème, c'est quand on voit les nouvelles annonces de Donald Trump, c'est qu'il pense réellement qu'avec des frappes, il puisse faire tomber le gouvernement, et que si par malheur ou bonheur, selon comment on se croise, on se place, ça aboutit à mettre un bazar suffisant pour qu'il y ait des gens qui se rebellent et qui essayent de prendre des zones. Il y a plus d'Azéris en Iran qu'en Azerbaïdjan. Donc tous ces gens, il y a plein de choses qui sont très compliquées. Et ce que je pose comme question aujourd'hui, c'est est-ce que ça provoquerait pas les 150 000 passes d'Aran qui sont sa garde rapprochée? Est-ce que ça ferait pas un super État islamique avec des moyens financiers encore plus importants, des ramifications partout, des capacités de conduire des attentats? C'est-à-dire quand on change un régime, on ne sait pas vers quoi on va. J'ai entendu parler ça il y a 2 jours. Non, ça marche pas. Non, c'est pas. Le chiisme est une minorité dans le monde arabe et dans le monde musulman, et c'est pas du tout ça. C'est un clergé et ils ont beaucoup de défauts, les Iraniens, le régime iranien. Mais le clergé chiite est organisé. Ils font moins peur en matière religieuse. Oui, attention, ils sont dangereux parce qu'ils ont cette volonté d'empire et de faire l'anschluss de tous les pays qui sont autour et de déplacer les guerres vers l'extérieur. Mais de point de vue religieux, non. Oui, enfin, l'extrémisme chiite dans la guerre en Irak, mais elle existait. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Et en Iran même, c'est 125 000 passes d'Aran et tous les satellites autour, c'est des gens qui sont complètement embrigadés et qui ont le cerveau lobotomisé. Pour revenir au nucléaire, et si les Iraniens conservaient encore, grâce à leurs 400 kilos d'uranium enrichi à un niveau supérieur à 60%, un seuil proche, on le sait, du niveau militaire critique de 90%, s'ils conservaient la possibilité de fabriquer non pas une, mais 12 bombes nucléaires. C'est Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIEA, vous savez, cette agence internationale de l'énergie atomique, qui l'affirme parce que les 3 sites qui ont été visés en juin dernier par les Américains, les frappes israélo-américaines, à Fordo, à Natanz, à Isfahan, demeurent inaccessibles aux inspecteurs. Voici ce qu'a dit Raphaël Grossi. Le matériel est là et il pourrait suffire à produire plusieurs engins, peut-être une douzaine. Là, on est quand même, Ulrich, effaré quand on entend ça. C'est surtout que, pour le coup, je pense que la douzaine, c'est juste relatif aux 449 kilos ça suffit pour fabriquer 12 bombes en théorie. Après, encore faut-il avoir les structures en place. Là, mais c'est toute la question. Comme plus personne n'est capable d'aller sur place, il y a une certitude, c'est qu'effectivement, ce qu'avait dit Donald Trump, que le programme nucléaire iranien s'était terminé, effectivement, il y avait que lui qui y croyait. Il revient pas trop là-dessus. Et d'ailleurs, le simple fait même qu'il veuille encore en discuter prouve bien que c'était pas le cas. Mais du coup, effectivement, le vrai problème et la première des étapes, si jamais il y avait un accord ou pour essayer d'avoir un accord, ce serait de permettre en fait à des experts internationaux de retourner sur place, d'aller sur les différents sites pour effectivement voir ce qu'il en est et voir où sont ces kilos. À ce propos, Ulrich, le président Pezeshkian, le président iranien, l'a immédiatement dit, ce que vous mentionnez là, ce que vous évoquez. Écoutons-le. Nous avons déclaré à plusieurs reprises que l'Iran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires. Nous sommes prêts à toute vérification à cet égard. Bon, Sophia Mara, ou Lucas, si vous voulez en parler. Là, comment réagissez-vous à cette... je pensais que ça allait être une déclaration, disons, plus calme. Oui. Là, j'ai l'impression un peu d'une harangue politique. Oui, mais là, justement, en l'occurrence, dans ce même discours, je ne sais plus si celui-là ou quelques heures auparavant, il a quand même dit, nous avons fait des erreurs, nous, les jeunes qui étaient dans la rue, c'était notre responsabilité de mieux les gérer, de leur donner du travail, etc. Donc il a il y a un petit mais à culpa tardif.
naïf. Pas, sauf qu'il a tout de suite, il est irrécupérable, il a dit, mais ces gens-là dans la rue ont été trompés, trahis, récupérés par nos deux ennemis, le Mossad, les Israéliens et les Américains. Il n'a pas pu ne pas le dire, bien évidemment. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une position, je vais dans le sens de Sophia, mais c'est une position compliquée du président iranien, parce que par ailleurs, ce président a été soutenu par les réformateurs. Il faut oublier que le jeu politique en Iran, il y a une complexité, on va pas s'y attarder là, mais ça pourrait prendre des heures, c'est à la fois passionnant et très complexe. Mais c'est un homme qui a été élu président, donc président de l'Iran, il n'a pas de pouvoir. Hein. Non, le pouvoir, c'est le guide suprême. Il a c'est une sorte de premier ministre, c'est de la fameuse phrase, je sais plus de qui, je commande, il exécute. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est là, mais dans ces jeux de pouvoir en Iran, la place occupée par le président, quand c'est des grands conservateurs type Ahmadinejad, ça va vraiment dans le sens de l'ayatollah. Lui, il est à mi-chemin. Il n'est pas réformateur comme l'ont été Rouhani ou Khatami, mais il a été soutenu par les réformateurs et ils ont essayé d'introduire un tout petit peu on va dire, de libéralisme dans le système. Ce qui fait, juste je finis Sophia, ce qui dit juste là, c'est qu'en fait, lui, il est sur une corde très raide parce que il est peut-être en train de jouer le coup d'après. On ne le sait pas et on ne peut pas le savoir. Personne n'est dans les cercles iraniens aujourd'hui. Il est peut-être en train de jouer le coup d'après. Quand il s'excuse en disant, vous avez raison de le souligner, oui mais attends, on a peut-être fait des erreurs avec les jeunes. Non, le programme nucléaire, on n'a jamais voulu aller jusqu'au bout. Il est en train d'envoyer des messages. Probablement, enfin c'est l'analyse que j'en fais, il est en train d'envoyer des messages en disant nous ne sommes pas tous exactement sur la même ligne, faites attention à nos nuances. Mais les nuances de la politique iranienne, après, il a parfaitement autorisé les Pasdaran à aller massacrer des jeunes dans les rues. Hein. Donc je suis pas en train de dire que c'est... et ils sont tous dans ce système-là. Mais dans le système politique iranien tel qu'on le voit fonctionner depuis 47 ans, il y a de telles nuances qu'il faut faire très attention à ce qu'ils disent. C'est exactement ce sur quoi je voulais rebondir pour vous dire ça a été ressenti comme un message, mais subliminal presque, pour dire à Washington, aux autres, à la population peut-être même, eh bien... Je suis là. Je suis là et je ne suis pas comme les autres. Voilà. Ce qu'il faut quand même dire, et vous le soulignez à très juste titre, lui ne fait qu'exécuter un homme qui est beaucoup plus influent que lui alors qu'il n'a pas le titre de Premier ministre, qui est Larijani, qui est très très proche du guide suprême et qui est le patron du Conseil de sécurité iranien. Lui, il a clairement dit, il a dit c'est très simple, l'équipe qui est en train de négocier avec les Américains n'a même pas le pouvoir d'aborder le balistique. C'est non, c'est niet. Et en même temps, Larijani s'est déplacé aussi. Alors, s'il est un domaine, en revanche, justement, où l'Allemagne et la France sont sur la même longueur d'onde, c'est justement celui des missiles balistiques à longue portée. Depuis que, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Moscou a utilisé plusieurs fois son missile balistique de moyenne portée, sans tête nucléaire certes, en Ukraine, c'est-à-dire le fameux Oreshnik, l'utilisation la plus récente étant le mois dernier. La France et l'Allemagne ont manifesté leur intérêt pour en fabriquer. Écoutons ce que Emmanuel Macron avait dit à ce propos. Il avait souligné ce besoin lors de ses vœux aux armées à Istres. Le message est clair. Et pour tous ceux qui pensent que la Russie serait une question qui ne nous concerne pas, il doit être reçu 5 sur 5. Nous sommes à portée de ces tirs. Et donc, si nous voulons, là aussi, rester crédibles, nous devons, nous, Européens, et tout particulièrement la France, qui dispose de certaines technologies, nous saisir de ces nouvelles armes qui changeront la donne à court terme. Nous devons avancer avec force sur ces capacités de feu dans la très grande profondeur. Capacité qui vient accroître notre crédibilité et épauler notre dissuasion nucléaire. For sure. J'ai pas les lunettes, mais bon. Amiral, est-ce que effectivement donc le budget français a alloué jusqu'à 1 milliard d'euros à un programme de création de ces missiles terrestres. Nous sommes à portée ces missiles, a quand même dit Emmanuel Macron. Oui, mais on est aussi protégé par la dissuasion. Je veux dire, le problème de la dissuasion après la chute du mur, c'est que il y a un niveau de menace et intérêts vitaux sur une échelle comme ça qui est à ce niveau. Mais en dessous, on avait la première armée, c'est-à-dire 100 000 hommes. Avec des missiles, avec des canons, avec des chars. Mais on l'a plus. Et il n'y a plus la première armée. Voilà. Et donc, dans cette phase intermédiaire, il faut montrer qu'on est costaud pour ne pas être attaqué. C'est le discours du président de la République, avec la panoplie des missiles, et les missiles
que vous évoquez, que je ne connais pas, donc j'en parlerai pas, relève un petit peu de cette panoplie qui nous est indispensable. Oui, mais alors je vais vous parler de missiles que vous connaissez, bien évidemment, puisque la France est le seul État membre européen de l'OTAN qui possède son propre programme de développement de missiles balistiques. Oui. Là, je parle du missile M51, lancé depuis un sous-marin, mais ce sont des missiles qui ne sont pas conventionnels, ce sont des missiles nucléaires. Ce sont les missiles de la dissuasion nucléaire qui portent des têtes nucléaires. Oui. Et en gros, là, c'est public, qu'il y a un sous-marin nucléaire, c'est 11 000 km, 1200 fois Hiroshima. Voilà. Mais donc, oui, Samantha. Non, mais c'est bien le problème. C'est là bien le problème auquel fait face la France et le Royaume-Uni, c'est que nous avons, et j'ai un nous collectif là pour les Français et les Anglais, nous avons une dissuasion nucléaire certes, mais si on était attaqué par un missile conventionnel, on va répondre quoi ? On va répondre avec du nucléaire et en fait engendrer la fin du monde. Il y a des jeux, des wargames, des jeux militaires qui ont été faits sur ce scénario au Royaume-Uni récemment, sur l'idée qu'une base militaire britannique serait attaquée avec un missile conventionnel et puis un autre missile conventionnel tombe sur Oxford Street et les Britanniques font quoi ? Ils déclenchent la fin du monde, ou bien alors ils se disent bon, on n'a pas de quoi répondre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'armer conventionnellement en Europe pour pouvoir avoir une dissuasion, pour pouvoir avoir justement une maîtrise de l'escalade et pas aller du tout à l'Armageddon. Oui, c'est Samantha, Sophia puis Ulrich. Oui, c'est-à-dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est placé sous la protection des Américains, la France, l'Europe aussi, et que finalement, on n'a plus de dissuasion de forces intermédiaires. C'est-à-dire c'est conventionnel, bien sûr. Et donc, on le découvre maintenant avec l'Ukraine, avec l'agressivité de plus en plus grandissante des Russes, et maintenant cette crise iranienne. Mais effectivement, c'est quand même assez troublant d'entendre même le président Macron le reconnaître. Et il fut un temps où ça ne se disait même pas publiquement. Oui, mais parce qu'on était dans une période, pendant la guerre froide, on avait ces capacités. C'est un peu l'échelle que je vous expliquais, où en dessous du seuil de la dissuasion, on avait tout ce qu'il fallait. La première armée, etc., etc. Je rappelle qu'à la fin de la guerre froide, on a supprimé 100 régiments en France, la moitié des avions, la moitié des bateaux, les dividendes de la paix, que jusqu'à l'arrivée du président Macron, c'est-à-dire pendant plus de 25 ans, il a manqué 10 milliards au budget de la défense. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période ? Les responsables dont je faisais partie, on a choisi d'être en première ligne en matière de qualité. Et en se disant qu'on va ne faire que des opérations extérieures, du maintien de la paix. Oui, mais a-t-on eu tort ? A-t-on eu tort ? Les politiques, non, on n'a pas eu tort pendant toute cette période. Est-ce que vous dites aujourd'hui, Amiral, que, étant donné le contexte actuel, puisque aujourd'hui ce qui a tout changé, c'est quand même la guerre en Ukraine, est-ce qu'il faut raisonner différemment ? Il faut totalement raisonner différemment, avec un petit retard, mais qu'on a déjà pris. Regardez les derniers pas de programme du budget militaire de la France, du budget allemand, du budget polonais, tout le monde s'en rend compte. Bien sûr, l'effort est insuffisant, puisqu'on a pris énormément de retard. Les Anglais comme nous ont massacré leur armée. Et puis, massacrer leur armée, vous y allez fort là quand même avec ce verbe. Nous aussi on a massacré notre armée. Oui, qui est resté en Ligue des Champions, je veux dire. On a une équipe 1 de Ligue des Champions, on n'a pas de réserve. Mais c'est une image qu'on emploie très très souvent. On a une équipe 1, comme les Brites d'ailleurs, une équipe 1 de Ligue des Champions. Oui, non mais j'ai bien compris, les Britanniques. Les Britanniques. C'est pas du tout péjoratif. Non, je sais bien, il n'y aura jamais rien de péjoratif dans votre bouche, amiral Coldefy. Exactement, d'autant plus. Surtout pas à côté de Samantha de Bender. Les Britanniques. En plus, assise à côté. Oui, mais Samantha est devenue française. Oui, mais elle reste britannique. Elle reste sujette de la couronne, bien sûr. Non, je tiens à le dire quand même parce que c'est une anecdote, mais il est 23h40, personne ne nous écoute. Attention à ce que vous allez dire. On vous écoute. Regardez-moi Samantha, je suis le seul général français, amiral en l'occurrence, qui ait jamais décoré des soldats britanniques de décoration britannique au nom de la reine. On est très copains. Honoré. Non, c'est moi qui ai été honoré. Voilà. Non, c'est unique. Non, je veux dire, pour ça, quand je dis les Brits, c'est très. Voilà. Mais
on a, je vais dire, massacré, c'est un peu fort. Financièrement, je veux dire. D'accord. Massacré financièrement. Voilà, financièrement. Ulrich. Non, mais pour le coup, en fait, la guerre en Ukraine, côté russe, enfin, au-delà des grandes déclarations sur le nucléaire, etc., on a bien vu, en fait, toute l'impasse aussi des Russes lorsque les Ukrainiens sont rentrés sur le territoire russe dans l'oblast de Koursk. En fait, les Russes ont été un petit peu pris de court, ils savaient pas comment vraiment répondre. Et donc, effectivement, on a bien vu que c'était pas possible, en fait, d'envoyer un missile nucléaire si un petit bout de territoire était pris. Et donc, c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que finalement, pour répondre à une menace conventionnelle, avant d'en arriver au nucléaire, il faut avoir une dissuasion conventionnelle relativement solide et robuste. Et donc, effectivement, vu que les Russes développent ce genre de missiles, il faut qu'on fasse pareil pour les dissuader. Alors, en matière de combat sous-marin du futur, la société américaine Lockheed Martin vient de dévoiler son nouveau drone sous-marin, le Lamprey ou Lamproie. Alors, il est inspiré du fonctionnement de ce, je ris mais non, de ce poisson parasite qui utilise sa bouche pour parasiter justement d'autres poissons. A-t-on besoin d'explications ? Oui, je crois. Xavier Titelman me tourne vers vous. Donc le Lamprey est équipé de 16 imitations de ventouses, grâce auxquelles il s'accroche aux coques des navires ou des sous-marins, se déplaçant comme ça furtivement, finalement, de coque en coque pour arriver jusqu'à la cible, c'est ça ? L'objectif, c'est d'avoir la moins d'énergie possible nécessaire dans... oui, il auto-recharge ses batteries en permanence, d'ailleurs. C'est-à-dire quand il prend l'eau avec des sortes de petites hélices pour se recharger, pour pouvoir éventuellement après se déplacer d'un bateau à l'autre, et il va se déplacer comme ça d'une manière très efficace, très économe, ce qui veut dire que dans sa superficie, il y a beaucoup de place pour mettre les capteurs, les missions, les éventuelles explosifs. Ah ben trop de choses, voilà. Donc, oui. Il y a une potentiel de charge qui est relativement large, mais surtout sa nouveauté, c'est le potentiel. Ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de se recharger. C'est le potentiel de pouvoir se déplacer très très loin, furtivement, à faible coût. Et comment est-ce qu'il sera piloté et contrôlé sous l'eau sur de longues distances ? Sous l'eau, on n'est pas piloté justement, et ça c'est toute la question d'intelligence artificielle, c'est qu'on peut pas communiquer depuis l'extérieur. Et alors, on voit à un moment qu'il y a des réseaux de câbles au sol, donc on se doute que c'est ce qu'on appelle les TUM. Donc, amiral, vous me confirmerez. Les TUM, c'est la capacité d'envoyer des messages vocaux qui sont plus ou moins cryptés. Les TUM, comment ça s'écrit ? C'est un téléphone. TUM. C'est un acronyme. Ah, c'est un acronyme, vous me rassurez, parce que là, je me disais, je ne connais pas ce mot de la langue française. On n'est pas très nombreux à s'en servir dans les médias. Bon, il est 23h43, on peut expliquer ce qu'est TUM. C'est une possibilité. On ne peut pas envoyer d'ondes radio, vous ne pouvez pas téléphoner et que ça passe. Donc, il faut envoyer des bruits sous la mer. Et donc, quand vous arrivez à 2-3 km autour d'un émetteur sonore, vous pouvez envoyer des messages d'une manière ou d'une autre. Il l'explique pas en détail, mais a priori c'est ça qui va se passer. Et c'est la seule façon de continuer à donner des ordres à ces éventuels petits drones sous-marins, c'est de leur dire dans 3 jours je t'attends à tel endroit pour t'envoyer tel ou tel message. Et c'est comme ça qu'ils pourraient continuer à naviguer. Donc, ça vous semble assez ingénieux ce système, amiral ? Ça semble, oui, ingénieux, mais comme le disait Xavier, la propagation de l'information sous la mer, c'est pas comme en l'air, c'est pas 300 000 km/s, c'est 1500 mètres/seconde et ça va pas droit. Ah ouais, ça va pas droit. Non. Voilà, je vous ferai un cours un jour. Mécanique fluide. Si vous voulez faire partager votre cours avec celles et ceux nombreux qui nous regardent ce soir, parce que j'avoue qu'on est assez saisis par ce... Et c'est pour ça que tous les pays ont des sous-marins nucléaires au fond de l'eau. Parce que c'est pas un avion qu'on peut détecter. Voilà. En fait, c'est ça le principal atout, c'est la non-détection. La dilution. La dilution, la furtivité. Et moi, c'était mon boulot, c'était d'attraper les sous-marins. C'est-à-dire, attendez, là, je ne sais plus. Comment ça, c'était votre boulot, Xavier Titelman ? Les avions balancent des bouées. Ces bouées vont se dérouler pour aller dans des profondeurs qui sont celles dans lesquelles les bruits vont s'accumuler. Parce que, par exemple, il y a des inversions de température ou de salinité en profondeur. Ça se refroidit pas d'une manière linéaire. Et donc, à certains endroits, le bruit va se propager beaucoup plus loin. Et donc, nous, on mettait nos capteurs à cet endroit-là. Et même si les autres étaient plus bas ou plus hauts, on pouvait les capter. Et donc, par exemple, sur le détroit de Gibraltar, on met des bouées. Et puis on attend qu'il y ait un sous-marin algérien ou américain qui passe, et puis ça a fait du bruit. On met une autre rangée de bouées et on chassait les sous-marins comme ça pendant très très longtemps, sans que eux sachent forcément qu'ils étaient suivis, et on peut lancer des torpilles, etc. Atlantique 2, madame. Ah oui, Atlantique 2, je sais que vous aviez travaillé sur Atlantique 2, mais alors vous n'aviez jamais raconté le détail comme ce soir. Mais on peut faire 2 heures. Merci, vous aussi, vous allez nous faire un cours. Je pense qu'il faut se taire et laisser faire. Voilà, c'est ça. Passionne nos téléspectateurs, par ailleurs. Passionnant. Entre la Corée du Sud, dotée d'un nouveau président, et son voisin du Nord, les relations
seront-elles jamais apaisées? Ce matin, la Corée du Nord a promis une réponse terrible, je cite, en cas de nouvelle incursion de drones venus du sud. Que s'est-il passé? Il y a quelques semaines, justement, un drone d'observation sud-coréen, on en avait parlé sur ce plateau, avait été abattu près de la frontière entre les deux Corées. Et là, il s'agit... Mais qui a fait cette citation? C'est ça qui est étonnant, c'est la sœur du président de Corée du Nord, Kim Jong-un, qui s'appelle Kim Yo-Jong. Je ne sais absolument pas si je prononce bien, mais voici ce qu'elle a dit. J'adresse un avertissement préalable. La réapparition d'une telle provocation provoquera assurément une terrible réponse. Ulrich Bouna, on se souvient de ce drone dont on voit les débris à l'écran, qui n'était pas un drone officiel. On ne savait pas d'où il venait. Alors bon, déjà que... C'est un drone commercial. Voilà, l'armée avait dit c'est pas à nous. Alors que la sœur de Kim Jong-un s'exprime, elle sert un petit peu de ministre des Affaires étrangères en quelque sorte, et elle porte souvent la voix du régime, et elle est aussi dure que son frère, donc ces déclarations sont pas trop surprenantes. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'en fait, ça s'inscrit dans un cadre où, pour le coup, le nouveau président sud-coréen dont vous parliez adopte une stratégie qui est beaucoup plus, on va dire, pacifiste vis-à-vis de son voisin du Nord. Il a envie que les liens reprennent, etc. Et il se heurte à un mur, en fait, et notamment par rapport à cette affaire de drone. C'est-à-dire qu'ils se saisissent de n'importe quoi pour dire que... Mais ce qui est assez spectaculaire, c'est que pourtant il donne des gages. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a quelques jours, il y a eu des perquisitions au niveau des services secrets sud-coréens pour essayer d'identifier si c'était pas éventuellement des services secrets des éléments un petit peu, on va dire, un petit peu autonomes des services secrets sud-coréens qui avaient envoyé ce drone. Donc, et ça a été officialisé, publié. Il y a eu 3 civils qui ont été inculpés. Exactement. Et donc, en fait, il y a une volonté de communiquer au maximum de la part des Sud-Coréens pour dire c'est une erreur, ça se reproduira pas, etc. Et on voit que malheureusement, ce genre de communication un petit peu branche d'olivier ne fonctionne pas. Donc, vous voulez dire en guise, de branche d'olivier, et finalement, c'est tout à fait refusé par la Corée du Nord. Ça marche pas pour le moment. Ouais. Alors, à la fin du mois, à Pyongyang, justement, le congrès du parti au pouvoir, de l'unique parti au pouvoir, va se tenir comme chaque année. Vous voyez, c'est comme la conférence de Davos, c'est comme la conférence de la sécurité de Munich, c'est annuel, pour permettre au gouvernement de dévoiler ses orientations nationales sur tous les sujets, y compris d'ailleurs le délicat sujet du nucléaire. Et cette année, tout le monde attend que Kim Jong-un en profite lors de ce congrès pour désigner sa fille adolescente, Yoo Ae, comme son héritière. La voici, sa fille, à l'écran. Elle a été vue avec son père, Kim, récemment au mausolée du grand-père. Mais Lucas Manget, vous qui avez été quand même en Corée du Nord, vous êtes le seul de ce plateau et le seul de pratiquement tous les plateaux de France et de Navarre à avoir été en Corée du Nord. Ça remonte, mais vous y avez été. Oui. L'existence de cette fille avait été révélée en 2022, donc assez récemment, à l'occasion d'un lancement d'un missile balistique intercontinental. Je crois que ce qui est très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, et j'y ai été, mais je suis pas spécialiste de la Corée du Nord, donc je tiens à le rappeler, c'est que on a parlé de la sœur à l'instant. Là, on parle de la fille. Il y a une volonté de façade de changer les choses. C'est-à-dire que, indéniablement, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, qui est le troisième de cette génération, de cette dynastie, qui est une dynastie très particulière, à la fois mystique et communiste, qui est un pays complètement isolé. Je rappelle que c'est un pays qui a très peu d'éclairage. Quand les pilotes de ligne survolent, c'est le cas de l'Afghanistan malheureusement aujourd'hui aussi, mais la Corée du Nord, la nuit, ce sont des pays noirs, on ne les voit pas, il n'y a pas de lumière. Donc c'est des pays très particuliers dans lesquels la population est très clairement otage. Il y a une donc quand vous y avez été, il y avait ces problèmes de lumière. Il y a toujours ce problème de lumière. C'est-à-dire qu'en fait, la richesse est concentrée entre les mains à la richesse et les biens occidentaux comme l'électricité, tout simplement, les ordinateurs, la télévision sont aux mains d'une caste proche du régime. Il y a une volonté de communication de la part de Kim Jong-un. Il ne faut pas oublier que lui, il existe en grande partie, alors d'une part parce qu'il est le petit-fils, mais parce que Donald Trump en a fait l'espèce dans son premier mandat, Rocketman. Il y avait une espèce de Donald Trump était fasciné par lui. Il est devenu assez populaire en Corée du Nord, mais aussi à l'étranger, et il a une forme de volonté de façade. Vous voyez, ces images sont très intéressantes. Là, c'est sa sœur et sa fille, de montrer que il n'est pas comme avant
Son père et son grand-père étaient entourés de dignitaires militaires d'hommes. avec des casquettes, Et là, lui, finalement... des casquettes de 20 cm de hauteur d'un convoi là. Lui, vous voulez dire qu'il modernise d'une certaine façon? Ce que je veux dire, je finis juste là-dessus, il y a une volonté de modernisation et en même temps un durcissement complet du régime. Enfin, il n'y a pas d'assouplissement du régime du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 1 an et demi, la Corée du Nord fait un essai, tire un missile balistique intercontinental. Oui. Ils ont probablement des capacités de mettre une arme nucléaire sur ce missile balistique intercontinental. C'est le pire scénario qu'on puisse imaginer, c'est qu'un jour, la Corée du Nord, ce sont des fous isolés sur la scène internationale, qui étaient très contrôlés par la Chine, qui le sont de moins en moins, parce que Vladimir Poutine s'est rapproché d'eux, et la Chine voit ça d'un mauvais œil, parce qu'ils ont perdu un peu le contrôle sur ce petit État intéressant d'un point de vue stratégique et comme trublion de la politique internationale. Aujourd'hui, cet État s'émancipe à la faveur de la guerre en Ukraine. Je rappelle, je finis là-dessus, qu'ils ont envoyé beaucoup de soldats se battre contre les Ukrainiens. Après avoir signé un pacte, évidemment, avec la Russie. Et que cette façade apparente de modernisation, de féminisation du régime masque en fait le fait que le pays est tout aussi dur et a des capacités militaires et peut-être nucléaires extrêmement dangereuses d'un point de vue international. Amiral Koldefi, est-ce qu'on doit redouter cette ultra-militarisation de la péninsule de la Corée du Nord? Non, on doit redouter un dérapage. Oui. L'ultramilitarisation, c'est bon, on la constate. C'est leur volonté, c'est classique, c'est politique. Oui, mais un dérapage, que voulez-vous dire? Eh bien, comme vous le disiez, qu'un dirigeant, peut-être lui, peut-être un autre, perdre le contrôle, se sent attaqué ou pas du tout, envie de créer le trouble un petit peu partout, parce qu'il est fragilisé au plan national. Voilà. Plutôt un dérapage. Samantha? Non, ce qui est troublant avec l'idée de la préparation de cette fille à la succession, aujourd'hui, elle entre 13... Alors, je rappelle, je vous coupe une seconde, elle est représentée déjà sur des timbres officiels, et donc on se demande si elle va pas être nommée première secrétaire du comité central du parti, c'est-à-dire numéro 2. Elle a entre 13 et 14 ans. Oui, c'est ça, elle est adolescente, on ne connaît même pas son âge précis. C'est un enfant. Par ailleurs, là, les informations sur la vie privée de Kim Jong-un sont extrêmement compliquées à avoir. Il aurait un fils avec sa femme et un 3e enfant dont on ne connaît même pas le genre. Donc, dont on ne connaît pas le genre. Voilà, ce sont moderne. des rumeurs. Ah oui, c'est ultra moderne, la Corée du Nord. Je crois que c'est plutôt par volonté de secret. Oui. Donc, pourquoi cette jeune fille elle a été choisie dans un monde extrêmement machiste? C'est qu'on risque de voir à la tête de la Corée du Nord une personne qui est, on va dire, qui est la tête, qui a l'air d'être le chef, mais derrière, qu'on ne sait même pas qui est en train de diriger le pays dans un contexte avec le risque de dérapage. Nous restons bien sûr sur cette incertitude et l'information continue sur LCI.